a défié les tendances quand même. Quand tu sais qu'il y a à peu près 9 boîtes sur 10 qui vont mourir dans les 7 ans à partir du moment où elles se sont créées, on est peut-être des outliers. La nutrition aujourd'hui, c'est genre le jour et la nuit. C'était Libère ton grillon, la campagne. Il y a plein de choses qui sont hyper positives qui ont été mises en place dans le trail. Peut-être que le trail va servir à la NASA. C'est à peu près 85% des raisons d'abandon qui sont liées aux problèmes gastro-intestinaux. Est-ce que tu te souviens de la première fois on s'est rencontrés, Will ? Alors oui, je me souviens très bien. Et si je me trompe pas, c'était en 2016, quand on était au triathlon Esprit de Montréal, devant le bassin olympique, à notre kiosque, notre petit kiosque qu'on utilisait pour faire de la dégustation. Le petit kiosque Kermesse qu'on a tous eu Exactement. au début de nos boîtes. Moi j'en ai un très bon souvenir, enfin un souvenir en tout cas très fort, parce que je pense pas que ça me soit arrivé avant de me faire courir après par quelqu'un qui me crie « Hey Nico, Running Addict !» Moi à ce moment-là je faisais du contenu en mode pur amateur, c'était plus d'1 an avant que je me mette à plein temps sur tout ça, donc C'était Mine, ton premier fan. exactement. Et donc à ce moment-là t'as quelqu'un qui te court après, qui vient te dire « Ah viens, on voudrait te parler d'un produit », c'est la première fois que ça m'arrive, et au final, presque 10 ans après, on est là, on peut en discuter, on a chacun une boîte qui s'est créée au Québec, qui est partie évidemment de tout petit, Ouais. qui est arrivée aujourd'hui à un stade quand même très satisfaisant. Il y a encore plein de choses à faire des deux côtés, mais je pense qu'on On a peut être défié les satisfait quand même. tendances. On a défié les tendances quand même. Quand tu sais qu'il y a à peu près 9 boîtes sur 10 qui vont mourir dans les 7 ans à partir du moment où elles se sont créées, on est peut-être des outliers. On est à 6, donc on a encore 1 an à tenir avant. Bon, alors c'est cette année ou rien. Après c'est mort. Là, faut tout donner. Là. Mais oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi. Là, ça donne l'impression que comme ça, 6 ans, ok, mais il y a eu 9 pour NAC. Ça s'est pas fait. C'est pas une trajectoire linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de moments qui font partie de la vie, qui font que c'est intense, qu'on aime ça aussi en réalité. On va pas se le cacher. Ouais. Et c'est un peu de tout ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, de nos passions, parce qu'à la base, ça vient d'une passion très forte pour le sport, de l'entrepreneuriat qui devient une passion aujourd'hui tout autant, et de tout ce que ça amène comme enrichissement au quotidien. Parce que toi, tu me le disais tout à l'heure, y a un petit côté athlète de haut niveau que tu aurais peut-être clairement. aimé être. Ouais, tout à fait. C'est cette portion-là que je retrouve aujourd'hui beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mon rêve, ça aurait été d'être un sportif de haut niveau. Et finalement, je le transpose de plein de manières, en fait, en essayant d'être le meilleur entrepreneur possible, le meilleur chef d'entreprise possible, pour créer une entreprise qui soit le plus qui ait le plus de réussite possible, en fait, dans ce milieu-là, en étant dans un enrichissement permanent, en jouant avec tous les leviers que tu peux avoir, autant que quand tu es sportif de haut niveau, que quand tu es chef d'entreprise, tu touches à peu près toutes les composantes de la boîte, de la création à différents niveaux de développement aussi, donc je trouve qu'il y a énormément de parallèles avec les sportifs de haut niveau, quoi. Clairement. Puis ce que ça nous amène, c'est aussi de pouvoir en côtoyer. Ah ouais, c'est clair. On en a un en particulier en commun qui s'appelle Mathieu Blanchard. Moi, je le regardais avec des grands yeux pendant longtemps. Aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est une personne géniale qui amène justement aussi sa petite fibre athlète de haut niveau. Non, moi, je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça soit. Ouais. Et c'est hyper plaisant parce que il y a un. Et Mathieu, c'est comme nous, parce que il a démarré à peu près à la même période que nous à courir. On a eu un cheminement très très similaire où il est rentré dans le trail running et puis c'est devenu aujourd'hui un des meilleurs athlètes au monde dans la discipline. Et c'est exceptionnel. Et je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir voir la trajectoire de ce genre de personnes qui arrivent aujourd'hui au sommet d'un sport. Et c'est ce qu'on ambitionne de faire chacun en fait dans nos entreprises aussi. Et je trouve que Mathieu, en étant également un athlète de haut niveau, c'est aussi un entrepreneur exceptionnel à travers tous les projets qu'il est en train de mener à bien et de front, quoi. Donc je vois des parallèles dans les deux sens. C'est clair. Pas mieux à dire. Ce que je pourrais juste ajouter en ce début d'épisode, c'est le fait que
NAC est partenaire de Running Addict depuis 2025. Ouais. J'en suis très content. Finalement, en effet, parce qu'on se tourne autour depuis longtemps, mais NAC a longtemps été 100% trail. Ouais. Running Addict 100% route, allez 80% peut-être l'année dernière, mais c'était encore très très route. Aujourd'hui nos chemins se croisent que oui, déjà je fais plus de trail, mais surtout NAC s'est mis à la route avec la gamme Boost, ce qui donne des perspectives beaucoup plus des synergies beaucoup plus intéressantes. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce podcast ne fait pas partie du partenariat. C'est moi qui ai voulu inviter Will parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à discuter, à apprendre pour ceux qui vont nous écouter, sûrement en courant d'ailleurs. Donc j'espère que ça va vous inspirer sur le côté sportif, sur le côté entrepreneurial. Et voilà, c'est l'objectif de ce podcast, être dans des discussions profondes avec des gens qui m'intéressent. Et c'est le programme d'aujourd'hui. J'espère qu'il te va. Bah oui, merci pour l'invitation Nico, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et du coup, pour bien l'entamer, j'aimerais que William, tu te présentes pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui, avec ta manière de te présenter. Moi, je pourrais le faire, mais ce sera beaucoup plus intéressant de t'écouter toi le faire. Ok, super. Bah écoute, oui, donc moi c'est William Valker, donc je suis le cofondateur de NAC, marque de nutrition sportive. Puis mon parcours en fait, c'est que moi j'ai grandi en France, en Bourgogne, là où j'ai commencé à être un gros pratiquant de sport en fait depuis tout petit, dès que j'ai eu l'âge de pratiquer un sport en club, je pense à 5 ans. J'ai fait du judo, de la natation, donc j'ai tout de suite aimé être très actif. Je pense que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné en fait tout au long de ma jeunesse, de mon éducation, qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup apporté dans mes valeurs, dans tout ça. Donc j'ai vraiment été formé autour du sport, jusqu'à pratiquer de manière assez intense la natation à un très bon niveau en France. Et par la suite, j'ai fait des études en école de commerce. C'est là que j'ai un petit peu coupé, on va dire, mis entre parenthèses ma vie sportive, en tout cas un peu plus intense, et que j'ai arrêté de m'entraîner 1 à 2 fois par jour en natation et que j'étais plus à 1 ou 2 soirées par jour pour essayer de vraiment profiter de la vie étudiante. Et mon parcours en école de commerce en fait m'a amené à bouger à l'ouest, donc plutôt aller au Canada. Ah oui, je sais pas, c'est à l'ouest l'ouest de très très loin quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis allé faire une maîtrise en marketing à Sherbrooke, donc une petite ville du Québec, qui m'a beaucoup attiré pour son côté campus très nord-américain, un gros complexe sportif aussi. Puis c'est là que j'ai commencé à renouer un petit peu avec le sport et puis à commencer à me remettre à courir et puis finalement à commencer à pratiquer le triathlon 1 an après. Quand j'ai commencé à travailler chez Groupon, là où j'ai rencontré Mine, en fait, mon associé actuel chez NAC. Et on a travaillé pendant 3-4 ans tous les deux chez Groupon à ce moment-là, à développer vraiment toute l'entreprise en fait, de Groupon pour la division Goods. Et on a noué une grosse amitié, on a commencé à pratiquer le triathlon ensemble, à performer tous les deux, à se qualifier pour les championnats du monde par groupe d'âge. Ça a été là en fait que l'idée de NAC a commencé à germer par rapport à notre pratique du sport, de l'endurance, de la nutrition sportive, au fait qu'on a vu le sport aussi évoluer vers des distances toujours plus longues. Initialement, on pratiquait le triathlon sur des distances sprint olympiques, format SM. C'était ce que faisait la majorité des gens. Et puis l'Ironman a commencé à vraiment exploser. Et c'est des efforts où on passe sur une dizaine d'heures d'efforts, contrairement à du 2 heures sur du olympique. Donc les enjeux de nutrition en fait ont vraiment changé et nous on avait de la difficulté en fait à se nourrir à cette époque-là. Et faut préciser en fait que pour ceux qui ne couraient pas ou qui ne faisaient pas de sport d'endurance en 2015 grosso modo, 2014-2015, la nutrition aujourd'hui c'est genre le jour et la nuit. On parle pas de NAC, on parle en général. En fait, il y a 10 ans, il n'y avait rien par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr. On en parlait juste avant, il y a des marques qui font toujours la même chose 10 ans après, qui n'ont pas changé le produit. C'est totalement dépassé en fait par rapport
à ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, c'est fou les avancées qu'il y a eu dans ce secteur. Ouais, exactement. Puis je pense que il y a aussi une éducation qui a énormément grandi par justement ces différents sports d'endurance où dans le triathlon, tu sais, on dit que la nutrition c'est la 4e discipline et quelques années après, on commençait à aller dans le trail par notre pratique, par l'influence de Mathieu également. Là, on revenait encore des années en arrière dans le niveau d'éducation de la nutrition. Et quand on voit aujourd'hui la nutrition dans le trail running, les progrès qui ont été faits là en 6 ans, c'est juste incroyable au niveau des compétences des différents utilisateurs. Donc voilà pour ma présentation un petit peu longue, et pour le côté un peu plus personnel, je suis aussi marié et papa de 2 enfants, et on vit donc à Montréal depuis maintenant 14 ans quoi. Montréal, un autre de nos points communs. Ouais. Toi, tu y es toujours. Moi, je suis rentré en France depuis 1 an et demi. Ça fait un moment que je dis 1 an et demi, ça va bientôt faire plus. Mais du coup, là, j'y retourne en septembre, tout le mois de septembre, pour aller sur l'UTHC, qui est un super événement de trail, c'est bon, ça. et Marathon de Montréal, et faire plein de trucs avec Campus. Trop J'ai bien. vraiment hâte de revenir à Montréal en général. Et c'est une belle période en plus en septembre. Ouais, oui, c'est... Alors, est-ce que ça fait partie... Malheureusement, les courses sont cette période-là, mais ça aurait été sur un petit mois de novembre. Bon, il se passe rien, de toute façon, au mois de novembre au Québec, mais j'aurais été beaucoup moins intéressé à cette période-là. Mais ouais, c'est aussi un petit côté, je trouve, fierté de se dire qu'on a des belles boîtes qui se sont développées au Québec. C'est le côté aussi expatriation de Français qui viennent enrichir un peu ce qui se fait au Québec, et il y a la majeure partie des gens en sont très heureux aussi, et les institutions soutiennent des entreprises comme nous. Enfin bref, fier d'avoir les 2 cultures, et même avec ce retour en France, moi j'aime beaucoup les racines que ça nous a amené, et des petits côtés nord-américains. Je sais pas si maintenant que tu es des 2 côtés aussi, tu le vois un peu, mais Ouais, je le vois, et Camille, ma femme, me dirait souvent que moi, j'ai quasiment jamais travaillé en France en réalité, et j'en ai tendance des fois à oublier un peu la culture française, ou tu sais, les coutumes, les manières de faire en fait en France. Mais je pense que c'est aussi le voyage, l'expatriation en fait qui est un gros enrichissement personnel, qui ouvre l'esprit, et puis qui nous permet de devenir, je dirais, tout simplement plus ouvert et différent par rapport à la culture française. Mais je reconnais des forces en fait de ces 2 cultures-là, que j'essaye d'apporter en fait au maximum aujourd'hui dans la culture de l'entreprise de NAC, pour essayer d'être une entreprise modèle et exemplaire en fait, en prenant les bons côtés de chacune de ces cultures-là. Mais il y a clairement des avantages des 2 côtés quoi. Des avantages, des inconvénients, et un petit jonglage pour essayer de faire du mieux. Je pense qu'on en parle souvent dans le côté sportif. J'essaye souvent de dire aux gens, en fait, votre objectif dans l'entraînement, c'est de faire de votre mieux. Essayez pas d'être parfait, parce qu'en fait, en essayant d'être parfait, c'est souvent là qu'on fait mal. Et pourquoi je dis ça? Je pense que ça vient aussi de l'entrepreneuriat, où en fait, si tu vises d'être parfait, arrête tout de suite, parce qu'en fait, tous les jours, c'est un enchaînement de petits trucs qui sont loin d'être parfaits, et que tu essayes de faire d'aligner pour qu'en fait ça avance, et avancer est plus important que de vouloir faire parfait chaque détail. C'est sûr. Même si c'est dur à comprendre, parce que d'extérieur, tu as l'impression que ça va très bien. Ouais, oui, ça c'est vraiment un concept, je trouve, de début de l'entrepreneuriat, où moi je me souviens quand on a commencé NAC, on regardait toutes les vidéos, tous les podcasts qu'il pouvait y avoir à l'époque sur l'entrepreneuriat, et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il vaut mieux démarrer avec quelque chose qui va être imparfait, mais qui te permet de mettre le pied à l'étrier, et après de travailler sur des processus d'amélioration vraiment itératifs qui te permettent de grandir rapidement, plutôt que d'attendre d'avoir la version parfaite pour lancer. Et je trouve que c'est la même chose dans l'entraînement, dans l'entrepreneuriat. Il faut commencer à se mettre à courir, à mettre les baskets, et puis à s'entraîner pour après améliorer des petites choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de la constance, de mettre de la routine, d'y aller progressivement, et puis de s'endurcir avec le temps, quoi. Ça, c'est le côté que je trouve positif dans l'attrait un peu plus fort des longues distances aujourd'hui. C'est que moi, à l'époque où j'ai commencé à courir, il y a une 20aine d'années, les longues distances, c'était non, c'est uniquement pour les athlètes élites qui... Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé.
un peu trop. À certains Parce risques, que certains y vont en mode de la fleur au fusil. Oui, bah c'est bon, ça va bien se passer. Spoiler, souvent ça se passe mal. On banalise des grandes distances maintenant. Ouais. C'est parfois un peu l'enjeu. Mais... En fait, il y a toujours, dès qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif derrière, de toute façon. Donc certains, ils vont un peu trop la fleur au fusil, mais au global, le fait d'oser aller sur des distances, même comme le marathon, on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui c'est devenu banal, mais ça ne l'était pas il y a 10-20 ans. Les gens y vont et se disent, bon, bah, on va apprendre en cours de route. On a les outils d'entraînement, de nutrition, d'équipement. En fait, aujourd'hui, il y a aussi tout le cadre qui s'est créé pour essayer de rendre la pratique plus facile, entre guillemets. Il n'empêche que les stats du dernier marathon de Paris, c'est 7% d'abandon, ce qui est quand même beaucoup ça se trop. compare comment par rapport au... C'est 2 fois plus passé. que sur des stats de marathon standard. Ah, Donc, ouais. on voit que l'attrait pour cette épreuve en particulier fait que les gens s'inscrivent sans forcément... toujours mesurer ce que c'est. Et pour moi, je trouve ça intéressant parce que c'est la preuve qu'on a encore pas mal de travail pour amener les bonnes méthodes d'entraînement, montrer que c'est important, qu'il faut s'y mettre à l'avance, amener aussi le fait que la nutrition, si on se nourrit pas, à un moment, on va se prendre un sacré mur et que, ou à l'inverse, se dire la veille que je vais m'intéresser à la nutrition. Et là, quel que soit le produit que tu prends, si tu l'as jamais entraîné avant, il n'y a pas de secret en fait. Enfin bref. Moi, je trouve ces stats intéressantes dans le sens où on n'est qu'au début de tout ce qu'on fait. Malgré que ça fait des années qu'on répète un peu les mêmes choses, il y a de plus en plus de monde qui se mettent à courir. Et même dans ceux qui y sont déjà, il y a encore plein d'apprentissages à faire pour que le plus de gens puissent pratiquer, mais bien pratiquer, et qu'à la fin, ça soit un plaisir, quoi. Enfin, quand tu te prends un mur, ou quel qu'il soit, ou que tu abandonnes une course... Bon, c'est pas un plaisir, il y a des chances que tu arrêtes de courir derrière, ce qui est dommage. Ouais, non, c'est clair. Mais on voit l'engouement général dans la course à pied, ce qui est génial pour nous tous, en fait. Et on voit que c'est de plus en plus accessible. Et après, les enjeux, c'est de le structurer pour qu'on puisse donner les bons outils aux bonnes personnes et puis s'assurer que un maximum de personnes puissent passer la ligne d'arrivée en ayant une bonne expérience, de sorte à ce que ça ramène de plus en plus de monde et que la discipline se structure au fur et à mesure. Vu l'engouement pour les dossards, je pense quand même qu'on est sur la bonne je pense qu'il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Ouais. Les gens y reviennent et de plus en plus, et du coup c'est compliqué de trouver des courses qu'on peut réaliser. Justement sur ce côté bien faire, comment gérer, à titre perso, toi, comment ta pratique sportive a évolué avec les années, de gérer l'entreprise, en même temps de continuer de faire du sport, mais sans que... Il y a des périodes où ça va, d'autres où c'est plus compliqué. C'est une balance de plein de facteurs. Et puis après, je pense que chacun doit se demander qu'est-ce qui est important pour lui, quels sont ses piliers, ses fondamentaux à respecter pour essayer d'être en bonne santé physique, mentale, en fait, sur la plus longue durée possible et en évitant d'avoir des creux. Moi, j'ai assez rapidement identifié que j'avais besoin d'avoir du sport dans mon quotidien, en fait, jusqu'à me dire quel est le niveau de pratique que je veux avoir, et je sais qu'il faut que je m'entraîne quasiment tous les jours, avec potentiellement une journée dans la semaine où je vais être off et pas courir. Et là où ça a changé aussi beaucoup dans ma pratique, à la base je faisais plus du triathlon, après ça j'ai switché dans de la course à pied parce que c'était un petit peu moins chronophage que le triathlon, ça demandait de pratiquer moins de disciplines, donc c'était plus accessible par rapport à ma vie entrepreneuriale qui devenait de plus en plus chargée, compliquée. Ma vie aussi familiale, j'ai comme je le disais tout à l'heure, eu deux enfants. Tout ça, ça te force à réfléchir à comment tu vas réorganiser ta vie pour pouvoir continuer cette pratique sportive tout en restant un bon père de famille, un bon mari, s'assurer de pouvoir mettre le temps nécessaire dans l'entreprise également. Donc c'est toutes ces priorités-là avec lesquelles il faut jongler. Et moi aujourd'hui, ce que je pratique beaucoup, c'est le commute. Donc je vais me rendre en fait sur le lieu de travail en courant, ce qui me permet en fait assez facilement de faire entre 60 et 75 km par semaine, parce que le travail est à peu près à 7 km et demi de chez moi. Donc ça, c'est des kilomètres entre guillemets un peu faciles qui me permettent d'asseoir un certain volume en fait hebdomadaire. Et le week-end, généralement, je vais pouvoir caler des séances avec un petit peu plus de distance. Donc je vais faire mes grosses sorties la fin de semaine, et pendant la semaine, je peux avoir une journée
journée où je vais travailler de la maison et puis je vais aller me faire une sortie plus spécifique dans le Mont-Royal, qui est la petite montagne au cœur de Montréal pour ceux qui connaissent pas. Et c'est comme ça que je vais vraiment basculer un petit peu, contrôler mon niveau de sport, mais c'est inscrit dans ma routine et après je sais que voilà, je l'exécute de manière générale. Et après j'intègre à ça une logique plus de quand je m'entraîne ou que j'ai des préparations spécifiques pour des courses, où là je vais avoir un fonctionnement sur 3-4 semaines et puis je vais aller de plus en plus dans du spécifique, monter du volume et puis je vais essayer de travailler sur une planification d'entraînement un petit peu plus adaptée à ce que j'ai besoin pour la course, mais en revoyant complètement mes objectifs sportifs par rapport à ce que je faisais avant et en m'enlevant un maximum de pression, parce que la priorité aujourd'hui reste l'entrepreneuriat et puis le développement de l'entreprise, quoi. Je comprends, c'est là-dedans que je suis en ce moment. Il y a la composante création de contenu qui joue aussi dans tout ça, mais en réalité c'est les mêmes enjeux et qui évoluent au fur et à mesure des années, parce que tu n'as pas le même temps, la même énergie à donner à différents moments de ton entreprise aussi. Et c'est clair, et après c'est des choix, et on en parlait un petit peu plus tôt, mais sur la partie création de contenu, avec Mine on avait commencé à faire un podcast à un moment donné, on a aussi été un petit peu les personnes derrière l'image de l'entreprise dans nos débuts, mais ça c'est quelque chose où moi j'ai ressenti assez rapidement que ça pesait trop lourd en fait sur moi, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup plus de côté pour développer l'entreprise et puis se développer de manière un petit peu différente. Et bravo à toi de continuer à garder le cap dans cette direction. Faut bien entourer, il n'y a aucun doute que ça ne serait pas on serait pas là à se parler aujourd'hui s'il n'y avait pas une belle équipe derrière, des deux côtés, autant côté Running Addict que côté campus, parce que des deux côtés l'énergie n'est pas illimitée. Je parle souvent d'énergie plus que de temps, parce que le temps dans une journée il y en a beaucoup. L'énergie, quand tu ne l'as plus, tu as beau avoir du temps, de toute manière ça ne donnera rien de productif. Donc être bien entouré dans tous les cas dans la vie, quand on veut faire des projets, je trouve que c'est la clé. C'est bateau dit comme ça, mais je suis très impressionné des gens qui lancent des boîtes tout seuls, parce que même au départ d'avoir un des cofondateurs pour se reposer dessus aussi selon si toi tu es dans une énergie forte ou moins, c'est indispensable. Et il y a quand même pas mal de moments dans ma vie à titre perso où ça m'a beaucoup aidé d'avoir des gens autour. Et aujourd'hui là, avec une équipe plus élargie, c'est alors attention, c'est pas le monde des bisounours, c'est le bonheur en fait de voir que les choses peuvent avancer toutes seules entre guillemets. Et pour ça je mets des grosses guillemets, parce que ça n'avance pas tout seul. Plus il y a de monde dans une équipe, plus en fait c'est compliqué à gérer, et plus c'est dur d'avancer tous dans la même direction en même temps. Et ça c'est pas lié à la qualité des gens, c'est lié au fait que quand il y a beaucoup de monde, c'est plus compliqué. De base c'est comme ça, mais c'est quand même moi ce qui me permet à titre perso de bien vivre tout ça et de savoir que les choses peuvent bien avancer, même si je suis là en train de parler c'est sûr. Avec toi. La difficulté, c'est de réussir justement à créer cet écosystème-là qui te permet de pouvoir continuer à grandir, quoi, d'essayer de scaler un petit peu ton organisation. Et c'est exactement concept entrepreneurial, mais le but c'est ça, c'est d'essayer de regrouper les personnes autour qui te permettent de grandir et puis de devenir plus fort, quoi. Je sais pas comment tu le vis dans l'évolution de ton organisation justement. Et moi, j'ai l'impression de constamment faire de la place en ajoutant des gens qui me prennent des trucs, et pour autant avoir toujours le même niveau toujours être à 100%. C'est juste à chaque fois que tu retires un truc, en quelques semaines, c'est pris par autre chose et ton cerveau a oublié. Mais par contre, aucun retour en arrière possible. Non. Mais la nature a horreur du vide, donc quand il y a des trous, ça se remplit très très vite. Parce que là, tu me demanderais de revenir en arrière sur plein d'évolutions juste de cette année. Je dirais, je n'ai aucune idée de comment c'est possible. Impossible, je ne conçois déjà plus le mode qu'il y avait avant, quoi. Ouais, non, c'est clair. Les choses vont trop vite quand on est dans ce mode entrepreneurial pour regarder en arrière. J'ai souvent l'impression qu'en un an, en fait, il faut qu'on progresse de 2 dans notre tête. Ce qui fait que c'est un peu ce qui peut rendre un peu fou à certains moments. C'est ça, quand l'entreprise va plus vite que toi, ton propre développement, t'as pas le choix que de rester dans le train et de dire ah ok, on avance et on fait avec. Ouais, c'est clair.
On a les mêmes enjeux et moi c'est clair que personnellement j'essaye de continuellement me développer en essayant de lire des bouquins, de regarder différentes informations, de me nourrir de ce que d'autres personnes font aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesse là-dedans. Et puis à partir de là d'essayer de grandir au moins au même rythme que l'organisation pour rester pertinent et ne pas être un frein en fait au développement de la boîte. Donc ça c'est des éléments qui sont essentiels. Ouais. T'as des choses comme ça, hormis lire, écouter des podcasts qui t'ont vraiment aidé à avancer là-dedans parce que là on en parle côté entrepreneurial, mais dans la vie c'est la même chose. Là c'est nos contraintes d'entrepreneur, mais en vrai tout le monde a des contraintes dans la vie, tout le monde a besoin d'avancer pour être plus performant, c'est pas le mot, mais plus à l'aise avec le quotidien qui est de plus en plus stressant pour tout le monde en réalité. Ouais, de manière générale, je pense que les choses qui m'ont le plus apporté, c'est des rencontres avec des personnes qui m'ont vraiment inspiré sur des choses vraiment très spécifiques. Ça peut être un entrepreneur qui gère ultra bien sa vie familiale et qui va me donner 1 ou 2 tips sur moi quand j'avais ton âge, parce que souvent c'est ça, ils sont plus vieux les gens avec qui on parle. Quand j'avais ton âge, je faisais ça, je gérais les choses de cette manière-là, puis ça te donne des idées, puis ça te donne des manières d'apprendre. Après, je pense que la clé, c'est d'être réceptif en fait à ces commentaires-là et d'avoir la réelle envie en fait de les mettre en application et sur une durée suffisamment longue pour que ce soit des choses qui restent, quoi. Donc moi, mon modèle de fonctionnement, il est beaucoup comme ça, et je vais aussi beaucoup demander à ces gens-là s'ils ont des livres qu'ils ont lus qui les ont impactés, et moi de manière aussi de mon côté, quand je parle avec des gens ou d'autres entrepreneurs, je vais recommander des choses qui m'ont marqué ou qui m'ont aidé à me construire, et je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges et de partage dans cette communauté d'entrepreneurs à tous les niveaux en fait, tant personnel que professionnel. C'est hyper intéressant parce que typiquement moi si je devais choisir un truc qui a changé dans les dernières années, c'est ça. Je suis plutôt un profil individualiste. Alors attention à pas tirer le trait, mais à faire les choses solo et dire ça va avancer parce que je vais grinder dessus. Et en fait, les dernières années, je me dis mais non, c'est d'aller à la rencontre de plein de gens sans savoir réellement ce que ça va apporter, mais juste au global ça t'apporte parce que tu as des expériences différentes et tu vas apprendre des autres, eux ils vont apprendre de toi et tu tisses des relations qui vont pouvoir t'aider. Ça marche dans l'entrepreneuriat, mais ça marche dans tout ça en fait, parce que dans la vie on est des animaux sociaux. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à tous s'éloigner que se rapprocher, alors qu'on progresse grâce aux autres. L'avantage typiquement de la course à pied, c'est que c'est un sport où une fois que tu es en short, t-shirt, il n'y a plus l'aspect hiérarchie sociale n'existe plus. Ouais. Tu es vraiment au même niveau. On le voit dans nos groupes de course. C'est des moments où tout le monde est en mode parenthèse sur la vie, et ça c'est hyper enrichissant parce que tu discutes sans te poser de questions avec des gens qui sont inspirants à leur manière. Ouais. T'as pas besoin d'avoir fait des trucs concrets pour être inspirant. L'inspiration vient des différents profils, différents mindsets qu'on peut avoir et de ce qu'on peut tous s'apporter. Ouais, puis sur différents critères, tu peux être inspirant sur un point spécifique et pas nécessairement sur d'autres. Et l'idée, c'est d'aller, je pense, trouver dans chaque personne qu'est-ce qui la rend unique, qu'est-ce que cette personne-là peut t'apprendre, qu'est-ce que cette personne-là fait mieux que toi, en fait, pour toi te permettre de grandir et d'avancer. Et puis ce qu'on dit, c'est qu'on est un peu la moyenne des gens qu'on fréquente et des gens qu'on a autour de nous. Coucou Mathieu. Alors, il y a des outliers aussi. Et du coup, je pensais à Mathieu Stéphanie, parce que c'est son... C'était longtemps le claim de son podcast. On est la moyenne des gens que nous fréquentons. Ben non, mais c'est vrai. Et ça c'est hyper important de se dire que on essaye de s'entourer de personnes qui nous inspirent, dans lesquelles on va voir vraiment le côté positif,
pour soi-même essayer de grandir. Et c'est la même chose dans l'entraînement et dans la course à pied. Moi, toutes les fois où j'ai le plus progressé, c'est quand on allait sur la piste, tu vois, à McGill avec Doris là, et que je me retrouvais à courir en fait avec les top coureurs de Montréal, et à essayer de me pousser, à essayer de, tu vois, de tenir le rythme, tu vois, avec ces personnes-là. Quand tu le fais fréquemment et puis que tu essayes de t'astreindre à leur réalité aussi, tu grandis beaucoup plus vite, quoi. Donc je trouve que ça marche vraiment à tous les niveaux, quoi. T'arrives encore à trouver le temps de caler les runs à des moments où tu peux le faire avec d'autres... Ça, c'est très très difficile. Le problème, c'est que je me cale beaucoup plus sur mon agenda, ce qui fait que j'ai un style d'entraînement où je m'entraîne beaucoup tout seul. J'arrive à courir un petit peu avec du monde dans la communauté montréalaise, de personnes qui sont relativement disponibles aussi, et avec qui on arrive à aller faire des long runs les fins de semaine. Mais en semaine, pour moi, c'est quasiment impossible d'aller courir avec d'autres personnes, parce que je priorise ma journée de travail telle qu'elle a été construite. Donc, ouais. C'est un de mes freins où j'aimerais bien trouver une solution, un de ces quatre aussi, mais parce qu'en fait, si tu veux continuer de pousser un peu la machine sans dire performance ultime, il y a un moment où seul, il faut te traîner toi-même tout le temps, alors que quand t'es à plusieurs, tu partages ce fardeau mental. Ah oui. Puis les entraînements sont beaucoup plus faciles, ça passe beaucoup plus vite. Il y a une vraie vertu à s'entraîner en groupe et à être avec du monde, c'est clair. Ça, de toute façon, je suis assez convaincu que c'est là-dessus que la manière de pratiquer la course va le plus shifter dans le futur. C'est comment on pratique. L'entraînement va pas... Mais comment trouver des manières de pratiquer qui vont faire qu'on va être... plus en phase avec ça. Enfin, nous, on expérimente un petit peu avec nos groupes de course. Mais je suis sûr qu'il y a des manières de pratiquer qui vont évoluer. On le voit avec les différents sports qui se créent. Enfin, des trucs comme l'Irox, en fait, c'est très... Alors, c'est individuel, mais c'est très social en même temps, parce que c'est sur un mini-stade. Tu partages avec les gens. Mais je trouve qu'il y a pas mal d'options pour pouvoir faire du run social, courir avec du monde. C'est clairement une des grosses tendances aujourd'hui dans l'industrie. Je trouve que c'est plus difficile de trouver des groupes d'entraînement qui vont suivre, tu vois, un programme qui peut être, similaire ou identique en fonction des personnes et des niveaux. Justement de se pousser, de trouver cet écosystème où tu vas être dans un groupe plus aligné sur le développement vraiment de tes compétences qu'une run sociale. Et moi, à titre personnel, j'ai plus de mal à aller sur une run sociale, parce que quand je cours, j'ai pas souvent l'occasion de courir. Enfin, les gens ils vont rigoler parce que je cours tous les jours, mais je veux dire par là que mon temps est vraiment compté quand je cours, et il faut que ça livre quand même quelque chose. Donc j'ai un peu de mal à aller faire tu vois, des courses un peu plus sociales, un pace tu vois, plus restreint, où j'ai l'impression que j'ai pas utilisé mon temps pour courir, tu vois, de la meilleure des manières un petit peu. Et du coup c'est ça que je trouve aussi un peu difficile, surtout quand tu suis un programme d'entraînement, que tu as ton entraînement à faire. C'est dur en plus trouver du temps pour faire de la run sociale, quoi. Je ris pas parce que je me moque, mais parce que je me reconnais dedans j'ai un run de 50 minutes à faire, faut que ça me prenne d'une heure douche comprise, parce qu'en fait après j'ai envie et je dois faire d'autres trucs si je veux pouvoir tenir mes journées. Typiquement, je privilégie quand même le sommeil. Donc ce matin, je me suis réveillé à 7h20. Super, bonne nouvelle, pour une fois j'ai dormi un peu plus. Bon, j'ai pas été courir ce matin. Mais sinon, c'était ok, on a podcast à 9h, donc je vais courir de 7 à 8. Après, j'ai le temps de déjeuner. Et en fait, la vie est comme ça. Elle me va très bien, mais c'est pas compatible avec beaucoup de gens. Tu leur dis, hey, il faut que tu sois là à 7h et je partirai à 7h. Il y a pas de... J'ai pas de marge sur ça. En fait, intellectuellement... psychologiquement, c'est beaucoup plus simple de le faire tout seul. Bien sûr. Parce que tu te dis, pas de contraintes, j'y vais. Et en même temps, j'aimerais pouvoir partager avec des gens. Mais il faut. Mais c'est aussi en ça que la course est géniale, parce que c'est vraiment ce qui permet à tout le monde, en fait, très facilement, en sortant de chez soi, de mettre ses baskets, d'avoir un moment pour soi, et puis pour décompresser, pour souffler un coup. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde s'oriente vers cette discipline-là, où on est tous de plus en plus occupés, hyper actifs, à travailler beaucoup. Et du fait, je pense qu'il y a une vraie pratique très solitaire
financière de la course à pied, qui nous permet à tous de pouvoir gérer un petit peu notre charge mentale et puis évacuer un petit peu. Et en même temps, pour ceux qui le souhaitent, ça peut être une activité aussi beaucoup plus sociale pour aller connecter avec du monde. Et il y a vraiment des bonnes choses des deux côtés, quoi. Ouais. J'étais sur un talk hier sur un événement où on parlait de l'avenir de l'outdoor en général, mais du sport d'endurance. Et on était tous d'accord sur le fait que l'avenir, c'est chacun va avoir sa pratique qui lui convient. Et en fait, notre rôle d'entrepreneur en général, c'est juste de donner les moyens pour donner le cadre à cette pratique et que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, le curseur entre 100% social, 100% perf, solitaire, en fait, va plus y avoir besoin de mettre un curseur. C'est genre, moi, c'est ça ma pratique. Ok, tes applications d'entraînement, tes courses que tu vas faire, ta nutrition, tout ça va s'adapter à ça dans le sens où si t'es pas l'athlète performance, je prends la nutrition, t'es pas l'athlète, moi je veux la performance ultime machin, on va pas te pousser à aller te taper 80 ou 100 grammes par heure de glucides parce que c'est pas, tu vas pas faire tout le travail qu'il y a pour arriver à ça. On va dire pour toi, un petit 50, ça sera bien, tu vas être tranquille, ça devrait pas trop te stresser. Et en fait, sur l'entraînement, c'est pareil, trouver le curseur pour dire toi, tu cherches ça, tu veux courir avec on va te trouver le groupe, les gens qui vont être ton niveau dans ta région. Ok, on n'en est pas encore là, mais les ambitions, elles sont là. C'est de dire, tu veux ça, t'inquiète, on va se débrouiller pour que tu l'aies. Et après, juste toi, tu cours et tu profites parce que c'est un loisir à la base, quoi. Ouais, c'est clair. Mais typiquement, avec ce que vous faites sur campus, puis je connais pas tous vos axes de développement et tout ça, mais pour un coureur comme moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir justement dans l'application un regroupement possible avec tous les coureurs de Montréal qui sont sur une typologie de programme d'entraînement en fait quasi identique au mien, sur lequel on pourrait se regrouper puis échanger une séance ensemble. Et du coup, ce qui combinerait à la fois pour moi le côté social, mais aussi le côté performance et d'avoir de regrouper tout ça en un, quoi. Il y en a un qui doit avoir le sourire, je sais qu'il nous écoutera, qui s'appelle Jonathan et qui doit être bah oui bref, on sait qu'on a encore, c'est ça qui est cool aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que t'as beau avoir fait plein de choses, tu dis oh là mais j'ai encore des idées pour travailler pendant des années et des années. Et en fait c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que on est sur un domaine passion où en fait tu peux pousser la passion très très loin et emmener les gens à faire des trucs qu'ils imagineraient. Là il y a des gens qui aujourd'hui ne courent pas et qui dans 5 ans vont être des passionnés de course, qui vont faire des trucs dans tous les sens et ça c'est les histoires qu'on a envie d'accompagner. Je sais que c'est ton cas aussi, quoi. Bon, j'avais dit qu'on allait diverger un petit peu entrepreneuriat, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait là. Moi ça me va très bien. Mais j'ai quand même envie de raccrocher un petit peu à l'histoire de NAC, parce qu'il y a des petits éléments du début qui, moi, m'ont fait accrocher avec l'identité aussi, en plus des personnes que tout le monde ne voit pas aujourd'hui. C'est NAC à la base, ça s'est lancé autour... Ah, je sais ce que tu vas dire. La poudre de grillon. Ouais. Qui est... Alors moi j'ai une question autour de ça, c'est je trouvais ça hyper intéressant, hyper novateur. Aujourd'hui on en est un petit peu ressorti. Est-ce que initialement c'était une erreur ou est-ce que juste trop en avance pour son temps ? Ouais, les deux en fait. Je pense que c'était une erreur parce qu'on était un peu trop en avance et parce que il y a pas eu un consensus en fait global dans cette tendance-là qui s'est inscrit dans le temps en fait. Et oui, on a choisi la poudre de grillon parce que dans les fondements de la marque, on voulait créer une marque de nutrition sportive qui puisse nous permettre d'allier en fait la performance avec nos convictions plus de santé environnementale. Et en fait, on s'est dit que pour positionner ça très fortement, la poudre de grillon, c'était exceptionnel parce que c'était la source de protéines la plus éco-responsable, que c'était aussi la source de protéines la plus performante avec tous les acides aminés essentiels, ce qu'on a plus de difficultés à aller chercher dans des protéines végétales. Donc, pour nous, c'était assez évident de s'orienter dans cette direction-là. Mais ça venait avec évidemment certains enjeux au niveau de l'acceptation des gens et notre pari c'était de rendre le grillon, la protéine de grillon sexy dans la nutrition sportive en s'appuyant sur des athlètes qui allaient être influents et leaders d'opinion pour pousser la masse en fait à consommer les produits.
Et après, on a toujours certains produits avec de la poudre de grillon aujourd'hui dans la gamme, parce que c'est quelque chose qui fait un peu partie de notre ADN, de notre histoire, qu'on a un petit peu de difficulté à enlever aujourd'hui de la gamme, même si on n'a absolument aucun consommateur, en tout cas que je connaisse, s'il y en a, je veux bien qu'ils viennent me voir, mais qui vient consommer les produits parce que il y a de la poudre de grillon aujourd'hui dans nos produits. Donc on a fait un gros shift en fait entre on utilise ça pour des raisons, comme je disais, environnementales et des valeurs. Et on a fait évoluer en fait cette idée-là vers d'autres types d'ingrédients, de la formulation, des manières de fonctionner. On a été certifié B Corp, tout ça. De regarder plus le packaging et d'avoir une offre éco-responsable et santé en fait sur la totalité de la gamme via d'autres leviers en fait que la poudre de grillon. Il y a d'autres moyens de le faire. Après, moi, je suis le premier étonné parce que je pensais vraiment que, il y a 10 ans, là, quand tous les sujets autour des insectes ont commencé à se développer, là, ça y est, là, c'est lancé. Ouais. Aujourd'hui, on voit que c'est pas que chez NAC, c'est en général ceux qui ont misé là-dessus. Il n'y a pas assez de demandes. En tout cas, pas par le grand public. Oui. Dans des domaines plus B2B, un peu plus, mais c'est... Alors que dans d'autres régions du monde, les insectes, c'est pas de la poudre, c'est des insectes, des insectes entiers, et c'est reconnu. C'est dans la culture. Et nous, dans notre culture plus occidentale, ça en fait pas du tout partie. Et nous, c'est sûr qu'on a essayé de miser sur ça parce qu'il y avait une énorme tendance en fait qui a commencé, mais ça a été comme une vague qui est redescendue, et je pense qu'il reviendra en fait, qui reviendra dans le futur. L'industrie continue de se consolider, les partenaires, que ce soit au niveau de la production, des fermes, tout ça commence à se multiplier. Il y en a une grande partie aujourd'hui de cette production-là qui part dans tout ce qui est élevage animal, parce que c'est comme le marché numéro 1. Les animaux se posent pas la question en fait de savoir ce qu'ils vont consommer. Oh non, moi je préférerais. et donc du fait cette industrie continue d'avancer, moins sur le côté consommation humaine, mais je pense qu'on y reviendra, et j'espère que nous, on sera capable en tant qu'entreprise aussi de continuer à proposer une offre de ce côté-là, quoi. L'avantage, c'est que quand tu as été dans la première vague, déjà tu continues d'observer, et le jour où tu sens que ça y est, c'est le moment, t'as quand même le doigt dans l'eau déjà. T'as peut-être un peu d'expérience qui va te permettre de dire ok, je sais quoi faire avec ça. Non, exactement. Puis il y a tout un enjeu avec la poudre de grillon aussi dans tout ce qui est formulation, le goût que ça peut donner aux produits, sur lequel nous on a développé une expertise parce que ça fait 10 ans qu'on utilise ça, sur comment le coupler avec quel type d'ingrédients, quel type de poudre utiliser pour s'assurer de minimiser en fait le goût de la protéine d'insecte dans les produits. Donc c'est sûr qu'on part avec certains avantages aussi, quoi. Moi je veux que ça revienne juste pour retrouver la pub du début de NAC avec William qui court sur un tapis. Ah oui. Bouche fermée, et qui à la fin de la pub ouvre la bouche, et là t'as le grillon qui chante, le bruit du grillon. Le bruit du grillon. C'était Libère ton grillon, la campagne. Voilà, on va être sur du 2017-2018. Les débuts qu'on a tous eus, et moi je trouve ça très cool. Il y a aussi eu un petit peu plus tard une participation à l'œil du dragon, qui est l'équivalent de Qui veut être mon associé en France. Ouais. Ça apporte quelque chose, ou c'est du... Ouais, c'est un outil de communication et de visibilité pour la marque. Pour nous, ça a été très, très, très utile parce qu'en plus, au Québec, c'est une émission qui est très suivie, et il y a un vrai sentiment aussi d'appartenance pour tous les consommateurs québécois quand ils ont vu une entreprise québécoise passer dans cette émission-là. Il y a une volonté de supporter vraiment le local. Donc nous, on a vraiment bénéficié de cet effet-là. On l'a aussi fait dans l'Ouest canadien, Dragon's Den, qui est pour le coup la même émission, mais pour anglophone. Le succès a été bien moins important qu'au Québec, mais pour nous, ça a été un des pics de croissance de la marque à ce moment-là. Ouais. Ok. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, on voit ça de l'extérieur, tu te dis, ouais, c'est une émission de télé. Oui, t'es montré à plein de gens. Après, est-ce que ces gens-là sont réceptifs ? Ça dépend en fait. Mais je pense que ça dépend des marques en réalité aussi. Il y a des trucs où ça doit être j'ai regardé un programme, et quand tu as un truc qui te disrupte un petit peu, suffit que tu aies suffisamment de sportifs qui l'aient regardé, qui se sont dit poudre de grillon, machin. Ok, ça m'intéresse, je vais regarder ce que c'est.
Et là, tu as mis un pied dans et même dans les professionnels, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des acheteurs dans des magasins de sport, qui voient l'émission et qui se disent « Ah, c'est intéressant », qui veulent essayer de proposer une offre qui change un petit peu de ce qu'ils ont autrement dans le magasin. Et nous, ça a généré beaucoup de contacts de personnes qui étaient intéressées à distribuer les produits en magasin à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment une belle opportunité de faire connaître la marque. Du coup, si on prend ces 5-6 premières années, c'est quoi tes apprentissages, toi, à ce moment-là, sur le marché du running et sur les trucs qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, en fait, parce que quand on court, on est pratiquant, on ne voit pas ce que la masse pense de tout ça. Et c'est quoi l'évolution, enfin les évolutions peut-être les plus majeures que tu as pu voir depuis le début? Ouais, on est touché un petit peu du doigt en début de podcast, mais il y a vraiment, je trouve, la tendance des distances qui ne font que augmenter, avec une densité de coureurs de plus en plus importante sur les grandes distances. Donc ça a été un des éléments qui a vraiment participé à fonder ce qu'on a fait là. La deuxième chose qu'on observe fortement, c'est le niveau d'éducation des gens sur la nutrition sportive. Moi, je vois l'impact au niveau course à pied. Alors, je connais moins sur la partie route, mais je sais qu'il y a des grosses évolutions aussi de ce côté-là, sur la manière de s'alimenter aussi pendant l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé, où avant, la nutrition, c'était quelque chose qui était réservé limite au jour de la course, quoi. Il n'y avait pas d'investissement qui était mis de ce côté-là. Là, on voit qu'il y a un vrai switch à ce niveau-là, où le consommateur se rend compte que c'est hyper important de commencer à pratiquer sa nutrition sportive pendant l'entraînement et d'investir aussi un budget de ce côté-là, parce que ça coûte cher, la nutrition sportive, mais c'est des investissements qu'on retrouve sur notre santé, sur la réussite du jour de la course, et qui sont vraiment rentabilisés, quoi. Donc ça, je trouve que ça a vraiment été un énorme switch de ce côté-là, sur la compréhension de l'utilité de la nutrition pour le coureur de manière générale, quoi. Mais au global, ça résume un peu, parce que si on regarde il y a 10 ans, l'investissement dans la course à pied, c'était l'équipement. Ouais. Un peu les courses, mais coûtait quand même moins cher aussi qu'aujourd'hui, un petit peu en moyenne. Donc c'était l'équipement. Aujourd'hui, c'est quand même mieux réparti entre l'équipement, ça fait pas tout. Si je prends la montre, génial, mais en fait, si j'ai pas d'entraînement dedans, la montre, elle me dit juste ce que je fais. Donc maintenant, nous, quand on a commencé l'entraînement, c'était oula, je vais quand même pas payer pour ça. Je suis prêt à mettre 500 balles dans une montre, mais par contre, pas dans mon entraînement. Et la nutrition, c'est pareil, c'est mais ça coûte cher, les gels et tout ça. Oui, mais au global, sur ton expérience, on ne dit pas de consommer 15 gels par semaine pendant toute ta prépa. C'est au moins sur les moments clés, apprendre à utiliser ce que tu vas utiliser le jour J. Ça prend du temps à ce que ton corps s'y adapte. Sur certaines séances, c'est aussi un gros boost pour ta performance, pour la récup après et pour enchaîner. Enfin, tout ça, c'est des trucs où, quand on le disait il y a quelques années encore, on avait des gros yeux en mode c'est pas très important. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un socle de gens vraiment informés qui est suffisamment grand pour que tout ça se déploie, en fait, et que la pratique des gens en général soit beaucoup plus cadrée, parce que les gens, beaucoup arrivent directement, ah non, moi je veux bien faire. Il y a aussi ça, peut-être, je trouve que ça a évolué dans la société en général, c'est pas je pratique et on verra bien. Il y en a beaucoup qui arrivent assez rapidement en mode moi je veux bien faire. Et je veux que ma pratique soit la plus cool possible, et pour ça je vais m'équiper, je vais bien m'entraîner, je vais m'occuper de ma nutrition pour que le jour J ça soit une vraie expérience positive. Et je pense que ce qui change aussi, c'est que la course à pied devient vraiment un lifestyle, c'est-à-dire que tu rentres dans une manière de faire, une philosophie dans laquelle tu veux, comme tu dis, bien faire, tu vois, tu veux essayer de bien manger, d'être bien en forme, de bien dormir, tu veux que ce soit quelque chose qui t'apporte en fait physiquement et mentalement. Et je pense que ça, c'est un gros switch par rapport à où on se retrouvait finalement il y a quelques années, où les gens voulaient cocher une case de j'ai fait un marathon. Là, c'est plus je veux faire des marathons pendant 10 ans, je veux rester en forme, tu vois, être capable d'être physiquement bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Et du coup, en fait, quand tu commences à être dans cette démarche-là,
forcément, les premiers endroits où tu veux investir, ça va être ton application pour pouvoir t'entraîner et puis vraiment éviter de te blesser et tu vois, avoir une démarche qui soit vraiment constructive de ce côté-là, investir dans toi, préparer ton corps, ton physique, tes muscles, tes jambes pour pouvoir passer à travers l'événement et à travers la charge et le stress que représente une course et être bien accompagné dans ton quotidien. Et le deuxième point qui devient hyper important, c'est ce que tu manges en fait. On dit on est ce que l'on mange, c'est clair, c'est hyper important de bien s'alimenter dans la vie de tous les jours, dans le cadre de ta pratique sportive, avant, pendant, autour de tes entraînements, c'est vraiment la clé. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a énormément évolué dans les dernières années. Et c'est une tendance réelle actuelle qui, je pense, nous aide énormément et nous porte et sur laquelle nous aussi, on essaye de plus en plus informer les gens, quoi. Moi, je trouve cette tendance, elle est très positive dans le sens où aujourd'hui, le sport, on va dire le sport en général, prend une place un peu immuable dans la vie de beaucoup de gens. C'est ça, je vais le faire. Il n'y a pas de... C'est non, on ne me l'enlèvera pas, je veux faire ça, c'est ma petite bulle. Ça, c'est peut-être l'effet Covid qui nous est un peu resté, mais ce côté, c'est quand tu n'as pas quelque chose que tu te rends compte à quel point en fait, c'est important pour toi. Ouais. Et là, au moins, le côté positif, c'est que ça nous a aidé à amener le côté les loisirs, vraiment le côté loisir du sport, j'en ai besoin et je vais le sanctuariser maintenant pour que il n'y ait plus rien qui passe. Ça veut pas dire que je parle de tout le monde, hein, donc ça peut être 3 fois dans la semaine et c'est très bien, mais ces petits moments ils sont à moi et j'en ai besoin, je ne veux pas qu'on me les retire, ce qui était moins le cas avant c'était peut-être que ce sentiment-là n'était pas encore assez fort. Là, je trouve, même dans les plus jeunes générations, c'est devenu assez fou à quel point très rapidement tu les retrouves dans des groupes, sur des courses, à dire ah non mais ça fait partie de ma vie. Le côté social, alors nous on en parle, mais ceux qui ont la vingtaine le vivent. Ils font moins de soirées, parce qu'on c'est moins de soirées, plus de runs sociaux, de partages en fait qui vont être un peu plus sains au final. Je parle pas pour tout le monde, mais on le voit quand même beaucoup cette évolution de... Il y a une prise de conscience, je pense, qui est importante et je pense qu'il a aussi été beaucoup accéléré par la période Covid où on a été enfermé, privé de relations sociales, pour certains et parfois privé de sortir et de faire du sport. Et là, tu te rends compte à quel point en fait c'est quelque chose qui contribue à ton bien-être, ton bonheur et du fait, je pense qu'on a commencé maintenant à un peu plus sacraliser ces moments-là et je pense que c'est quelque chose de très positif pour tout le monde, quoi. Le côté positif de ça, tout ça, il n'est pas démontré, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai aussi envie de revenir sur le pendant négatif qui existe toujours, c'est la démocratisation fait qu'il y a énormément de monde et on commence à avoir des critiques, notamment en trail, sur il y a trop de monde, les événements deviennent mauvais pour la nature. Moi, je suis contre ce discours parce que en réalité, quand il y a quelque chose de bien, il y a toujours des petits enjeux à gérer au fur et à mesure, comme dans une boîte. Et il faut pas le voir négativement. Il faut voir ça sur comment on fait pour dealer avec ça. Mais je suis pas dans le monde du trail. Mais toi, comment tu vois cette évolution des organisateurs qui galèrent un peu aussi, parce que quand j'étais à la Maxi Race, tu vois que ça évolue d'une année sur l'autre, les communes sont aussi un peu plus à freiner sur les événements, c'est pas simple à gérer, alors qu'à la base on est sur un truc hyper positif, de t'amener les gens à faire avoir de l'activité, à montrer aussi autour, à tous ceux qui sont autour que on peut faire ça, et du coup c'est l'effet positif d'amener du monde au sport qui peut avoir des effets négatifs. Ouais, c'est clairement un des enjeux de la discipline et de la croissance de la discipline. Sur le trail, ce qui est très différent des autres sports, c'est que tu passes vraiment dans la nature, tu vas passer dans les montagnes, tu peux participer à l'érosion des sols et tout ça. Donc il y a des vrais enjeux de protection après des territoires. Il y a des actions qui peuvent être mises en place de réhabilitation après des sentiers, de ce genre de choses-là. Il y a des gens, des communautés qui travaillent sans cesse en fait à remettre les sentiers vraiment en forme et tout. Et après, je pense que c'est déjà ce qui est
en place, mais c'est qu'il y a des limites dans le nombre de personnes qu'on peut recevoir sur des courses. L'effet étant que aujourd'hui, une course qui se lance et qui ouvre ses inscriptions est sold out en fait en quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour certaines, et qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu à remplir aujourd'hui des courses. Donc il y a de plus en plus de courses qui se créent, ce qui fait que ça répartit un petit peu la charge sur différents endroits, différents moments de l'année. Mais je pense que oui, la discipline va se structurer en fonction de la demande qu'il va y avoir aussi de ce côté-là. Mais je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens non plus d'aller courir, de participer à des événements. Après, il faut que chacun des événements le fasse en toute conscience et avec une conscience écologique qui soit là. Il y a des choses qui se mettent en place avec les plus grandes organisations. Je pense à l'UTMB, je pense au Marathon du Mont-Blanc, qui vont essayer de promouvoir en fait des modes de déplacement qui soient qui émettent le moins d'émissions carbone possible, en favorisant le train, favorisant le bus, des transports en commun et tout ça. Donc je pense qu'on tend dans cette direction-là. Je pense qu'il y a une vraie conscience dans la discipline du trail running environnemental qui va nous porter à trouver des solutions qui potentiellement pourront être utilisées aussi dans plein d'autres sports et plein d'autres disciplines, mais je pense que ce que je voudrais qu'on retienne de ça, c'est que le trail, on met beaucoup de pression sur le trail running parce que oui, on est plus dans la montagne, mais je pense que c'est un des sports qui est les plus avancés d'un point de vue écologique. L'utilisation d'éco-cups, tu vois, tout ce genre de choses-là, l'élimination du plastique, il y a plein de choses qui sont hyper positives qui ont été mises en place dans le trail, qu'on va retrouver de plus en plus partout. Le trail est vraiment sous la loupe de ça. Mais en même temps, c'est une des disciplines qui défend le plus, je trouve, ces valeurs-là, quoi. Moi, je suis content que ça soit regardé parce qu'en fait, oui, ça met un peu de pression sur le trail, mais en même temps, c'est ce genre de discipline qui va amener toutes les autres à progresser. Donc, je ne vais pas citer d'exemple, mais sur des courses sur route où tu vois des trucs, tu dis, bon là, ça pourrait quand même, pourriez faire des efforts par rapport à... Et on met moins le doigt dessus parce que bon, c'est en ville... Et ça paraît plus normal parce que c'est comme ça, mais en fait sur les courses sur route aussi il y a du travail et tu vois les tests qui sont faits à certains moments de tester les éco-cups sur des courses sur route, là il y a de la friction parce que ça n'a jamais été le cas et c'est encore mais on va y venir aussi, c'est logique, c'est juste que comme tout changement il faut y aller tranquillement, il faut faire mais au global, les choses vont dans le bon sens. Et en effet, sur les organisations de courses, le nombre de courses chaque année augmente drastiquement. Et c'est juste que, vu que l'engouement pour la course est toujours de plus en plus fort, à la fin, elles sont toujours de plus en plus remplies. Mais tous ceux qui ont l'idée d'organiser une course, allez-y, parce qu'il ça marche plutôt, il y a de la place, ça marche plutôt bien en ce moment. L'évolution du trail, elle est aussi sur... Alors moi, le terme trail, il veut un peu dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Parce que quand on pense trail, pour beaucoup, c'est le trail de montagne. Alors qu'en fait, c'est une partie des trails qui existent, quand on est en France en particulier. Au Québec, on pourrait dire il n'y a pas de trail de montagne parce qu'il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne, mais ceux qui ont couru dans les trails québécois savent que le terrain est suffisamment technique pour pas avoir besoin de déniveler de fou pour que ça soit déjà très très dur. Mais en France, on a de tout, du trail côtier, du trail de forêt, du gravel qui est une discipline. Alors là, ça fait déjà que les trails qui sont pas en montagne font bondir certains. Là, le gravel, je pense que c'est là on assassine les trailers les plus à l'ancienne. Mais moi, je suis plutôt pour ce genre de choses parce que si je prends le gravel, en fait, c'est le monde parfait pour les gens sur la route qui ont envie de courir en nature. Et en nature veut pas dire terrain super dur, technique, juste aller courir dans un environnement qui n'est pas le bitume, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que ça coule dans le sens où en fait, c'est là où chacun va pouvoir trouver sa pratique. Ça peut aussi désengorger les trails au final, de faire des événements un peu plus gravel qui sont sur un terrain qui est plus accessible aussi. Ouais, plus accessible, qui va pouvoir prendre plus de monde sans se détériorer. Amener justement des pratiques différentes. Et je pense que le communiquer est important. On n'a pas besoin d'aller en montagne pour faire du trail, surtout si on n'y habite pas. C'est très cool la montagne, mais il y a plein d'autres endroits où on va s'amuser autant, différemment, mais en fait... c'est clair. Mais je sais pas, l'association du trail à la montagne, clairement, qui a un lien. Après, c'est vrai que
pour moi, le trail, c'est vraiment ce que tu disais, hein, c'est courir en sentier, c'est plutôt courir, on va dire, dans la nature que sur le bitume dans une ville en soi. Moi je considère tout type de trail. Après je trouve que c'est de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller courir, quel endroit j'ai envie d'aller découvrir, est-ce que j'ai envie d'aller découvrir des trails tu vois en Bretagne. Alors oui ça va être un petit peu plus plat, mais il y a des territoires super sympas à aller découvrir partout dans toutes les régions, et c'est ça que je trouve très riche dans le trail en fait, c'est que c'est vraiment la découverte de la nature quelle qu'elle soit quoi. Et tu vas avoir des terrains plus ou moins techniques, plus ou moins d'élévation, plus ou moins d'altitude, et c'est ça qui est super riche je trouve dans le trail. Chaque trail est différent. Ouais. Et plus... Alors ça, du coup, j'invite à ceux qui ne font que du trail de montagne à aller faire du trail un peu plus vallonné, mais en Bretagne, Bretagne-Normandie est un bon exemple, où en fait c'est au bas, c'est ultra dur dans le sens où en fait tu te mets dans le rouge mais tellement facilement. Ouais, c'est bon, ça monte pas longtemps, on peut y aller, et puis après ça redescend et ça remonte, et en fait c'est des séances de fractionner, la gestion quoi. Ouais, tu cours tout le temps. C'est ce que j'aime dans le trail de montagne, c'est que justement en fait la montagne, là t'as 800 mètres de D+ à faire, ça. Tu vas pas chercher à courir, là tu débranches. Tu n'as pas le choix. Alors que quand tu es sur du terrain un petit peu, c'est ce que je voyais sur l'Eco-Trail, là, cette fameuse course qui fait bondir aussi. Ouais. Justement, ça commence comme ça, et au bout de 15 bornes sur 30, tout le monde est cramé parce qu'en fait, tu as couru les premières, et tu dis oui, mais ça va, c'est bon, et la moitié, en fait, il n'y a plus de jus. Ouais. Et c'est une pratique qui est beaucoup plus insidieuse, en fait, qui demande de l'expérience aussi. Ouais, ça demande différents types de compétences en fait en fonction de la course que tu prépares et ce genre de choses. Préparer un 50 km tu vois avec justement ce côté un petit peu dantesque là, dans les parcours versus préparer une course en montagne où tu dois monter longtemps. Tu vas travailler vraiment des choses complètement différentes à l'entraînement pour être capable d'optimiser ton effort sur la durée et puis de répercuter ce que tu vas vivre pendant la course quoi. Donc mais c'est ça qui est cool, c'est que t'as tellement de paramètres en fait sur lesquels tu dois travailler pour préparer une course qui vont faire que pour 50 km qui sont à des endroits différents, tu vas pas du tout faire le même spécifique quoi. Et ça s'appelle le même riche. Sport, et en réalité et c'est pas la même chose du tout. Même dans les gros trails, là si on en compare deux aux États-Unis à peu près à la même période, entre la Western State et la Hard Rock, ça n'a rien à voir. C'est le même sport, mais en fait pas du tout quoi. Ah oui, c'est clair, les temps pour compléter l'épreuve sont vraiment très très différents. Ça va être un 14 heures pour une Western et puis un 22 heures pour une Hard Rock, et pour autant on parle de distances similaires avec des niveaux d'élévation pour le coup un petit peu différents, une altitude qui n'a rien à voir, des conditions de chaleur et de température qui n'ont rien à voir. Donc c'est vraiment très 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 différent et propre à chaque course. Donc il faut bien regarder l'endroit où on va mettre le pied pour savoir exactement comment s'entraîner et quoi travailler à l'entraînement quoi. C'est clair. Tu vois, tu parles de chaleur, je trouve que c'est un des trucs que le trail, une des complexités du trail, c'est que souvent dans des endroits qui peuvent être froids à certains moments, donc c'est plutôt dans la belle saison, mais on va dire avril à octobre-novembre, et du coup tu te retrouves souvent à devoir gérer le facteur chaleur et de grosse chaleur. Enfin, à la Maxi Race, c'était pour ceux qui faisaient le 100 bornes, là, il y avait du 29-30 degrés plein soleil pendant dur, alors que la facilité de la course sur route, tu te dis bon, il y a plein de courses qui sont autour d'avril, autour d'octobre, novembre, où en fait c'est super simple, non, mais c'est beaucoup plus simple à intégrer dans ton entraînement. D'ailleurs, ça l'est tellement que peu de gens prennent en compte cet aspect-là et se retrouvent au marathon de Paris avec la première un peu chaleur de l'année où tu as 20 degrés et du coup tu te prends le coup de massue derrière la tête. Mais dans le trail, en fait, c'est tellement de facteurs à gérer pour réussir à performer, c'est dur. Tu parlais de tendance tout à l'heure, je trouve que c'est une autre tendance qui apparaît de plus en plus, notamment avec les dérèglements climatiques et tout ça, là, mais d'avoir à gérer justement la température et notamment la chaleur. On le voit dans le triathlon, dans plein de sports maintenant d'endurance au niveau professionnel, il y a des vraies stratégies de refroidissement du corps, de cooling en fait, qui se mettent en place, et ça c'est un truc qui nous pousse à réfléchir aussi sur la nutrition sportive. Comment apporter en fait un refroidissement potentiel en fait au corps, ou en tout cas une sensation plus de fraîcheur dans la nutrition pour combattre
toutes ces courses en fait à forte chaleur. J'ai vu passer j'ai des petits indices. J'ai un certain athlète qui a, quand tu regardes les photos en détail, tu vois passer des trucs où je fais un lien Quand tu zoomes sur les. Quand il y a écrit menthol, je sais pas si c'est un lien, mais non, mais oui, non, c'est clair. C'est quand tu vois ce que les athlètes élites ont, mais même, je prends un sport totalement différent, la F1. Il y a 3 ans. Ça commençait à apparaître en début de course des sortes de petites poches de glaçons, mais c'était vraiment archaïque. Aujourd'hui, maintenant, ils ont des trucs, c'est des gilets, c'est brandé, il y a les logos dessus. Et on parle de la F1, donc un sport qui est là. En fait, c'est là où, technologiquement parlant, même si est-ce que c'est de la technologie, la gestion du froid? Oui, un peu. Ouais. Mais en tout cas, tu peux intégrer de la technologie là-dedans. Mais il y a des choses à apprendre de tout ça qui vont servir dans plein d'autres domaines. Parce qu'en réalité, gérer la chaleur dans le monde de demain, c'est hyper important. Et des outils qui permettent de gérer la chaleur du corps humain, c'est vital à certains moments. Donc, des technologies qu'on va pouvoir développer, qui vont pouvoir vraiment aider à réduire la température corporelle, ça va pouvoir devenir vital. Donc, je dis pas que le trail et la course à pied va devenir c'est pas la NASA, mais il y a sûrement des choses qu'on peut aller apprendre qui vont servir ailleurs, quoi. Bref. Peut-être que le trail va servir à la NASA. Qui sait. Cet épisode d'Endorphine vous est proposé par ma plateforme d'entraînement Campus. Quand on est passionné, on finit toujours par se poser des questions. Est-ce que je m'entraîne comme il faut? Pourquoi je plafonne? Est-ce que je récupère assez? J'ai longtemps cherché des réponses un peu partout. Ça m'a permis d'apprendre énormément. Et spoiler, je continue d'apprendre et j'adore ça. Mais à un moment, quand on a un objectif précis, on n'a pas toujours le temps de tout chercher. On veut aller à l'essentiel. C'est exactement la mission de Campus. Une plateforme qui vous donne toutes les clés pour optimiser votre entraînement au-delà du simple plan. Entraînement, nutrition, renforcement, santé, communauté, tout ce qu'il vous faut pour progresser sur le long terme. Si vous n'avez jamais testé la version premium, le code Running Addict vous offre 1 mois gratuit et l'accès à tous les contenus. Franchement, si vous aimez comprendre autant courir, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Bonne écoute. Si on parle un petit peu produit, on a pas mal parlé trail et ultra notamment, ce qui était votre cœur de cible pendant longtemps. La gamme s'appelle Ultra Energy, donc je vais pas le chercher très très loin de toute façon, mais en réalité les produits de NAC sont spécifiquement développés pour l'ultra, fonctionnent sur du plus court, mais on est quand même sur une gamme qui est optimisée sur l'ultra avec glucides mais pas que, formule un peu plus complète pour pouvoir aller loin. Vous êtes devenus des experts de ce sujet-là. Là aujourd'hui vous êtes passé entre guillemets de l'autre côté de la barrière avec des produits performance courte distance, courte moyenne distance. Je sais que moi ça faisait longtemps que entre guillemets j'étais en demande pour ça. C'est quoi les challenges et l'évolution entre ces deux mondes qui en fait sont quand même des contraintes ultra différentes, quoi. C'est une super bonne question. Déjà pour la gamme ultra, le but de cette gamme là c'était vraiment de donner l'énergie la plus stable possible pour des très longs efforts. Et en réalité quand on pense à cette gamme, elle s'applique vraiment à tout le monde qui va passer, on va dire, plus que 3, 4, 5 heures, tu vois, dehors, à avoir un effort avec, on va dire, un rythme cardiaque un peu plus réduit, tu sais, où tu vas avoir une consommation de glucides qui va pas être nécessairement importante, ou en tout cas qui doit pas nécessairement être maximisée, et dans lequel on va venir combiner donc avec de la protéine, avec les électrolytes, la totalité des macronutriments, micronutriments pour te donner l'alimentation la plus complète possible sur du long, quoi. On se rapproche plus entre guillemets d'une nutrition du quotidien, juste concentrée dans un produit, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et le but donc c'est ça, pour réduire tout ce qui est troubles gastriques, parce que en fait quand tu prends les stats justement sur un trail, un ultra, c'est à peu près 85% des raisons d'abandon qui sont liées aux problèmes gastro-intestinaux, ce qui fait que c'est énorme. Wow. C'est que la plupart des gens qui abandonnent le font parce qu'ils ont un problème gastrique, une incapacité de digestion, des vomissements, une déshydratation, voilà, tous les problèmes qui peuvent être liés à ça. Donc nous, l'idée, c'est de se dire, tu vas prendre un produit que tu vas pouvoir consommer en fait tout le temps, quelle que soit la forme, que ce soit du solide, du liquide, du semi-liquide. On te crée un petit peu ta boîte à outils et tu as toujours quelque chose à manger qui, même quand tu bouffes une barre ou une gaufre, tu vas quand même récupérer des électrolytes, donc du sodium, du potassium et tout ça, pour éviter la déshydratation, éviter les crampes et tout ça. Donc tout ça fonctionne de manière vraiment très complète.
ce qui nous permet de toucher vraiment la masse des gens qui courent, on va dire, qui ne sont pas nécessairement en recherche de performance. Donc même quand on parle du trail et des distances un petit peu plus courtes, tous les gens qui ne sont pas dans le tapis en fait, au niveau cardiaque, ça fonctionne très très bien. Après, au niveau plus athlète élite, cette gamme-là fonctionne très très bien pour les top athlètes qui font de l'ultra à haute performance aussi, à haute intensité. Et ça a été très très bien démontré de ce côté-là. Ce qui nous manquait, c'était vraiment d'avoir une gamme de produits qui soit dédiée à des efforts plus courts, dans lesquels il y a des besoins en fait en glucides qui vont être plus élevés pour des périodes plus réduites, où on risque pas en fait d'endommager le système digestif parce qu'on va pas dépasser une durée d'effort de 3 à 4 heures. Après, ceux qui sont les pros qui sont vraiment entraînés peuvent rouler ça maintenant pendant 10 heures. On le voit avec des influenceurs comme des athlètes comme David Roche ou autres qui font vraiment comme l'apologie des glucides et qui vont monter dans des niveaux à genre 150 grammes de glucides par heure en ajoutant de la caféine et tout. Ça, c'est des exemples, c'est quasiment des contre-exemples en fait, et c'est des exceptions. En fait, c'est possible, mais déjà sur un très petit nombre de personnes et en plus en le travaillant énormément pour en arriver là. Donc, bref, c'est pas la réalité de Monsieur Tout le Monde. Puis après, la science, après il y a tout l'effet placebo. La science aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle démontre de ce côté-là en termes de capacité d'assimilation de glucides? Ce qu'on voit, c'est qu'avec le bon mélange glucose-fructose, tu es capable de monter à peu près à 105 grammes de glucides par heure. Tout ce que tu prends au-delà de ça, c'est pas vraiment montré que c'est réellement assimilé et transformé en énergie par la suite. Donc nous, on a voulu rester dans cette démarche de tout ce qu'on avait appris dans la nutrition, plus pour la longue distance, et l'adapter sur du plus court avec les enjeux qu'on connaissait. Donc on a travaillé cette gamme Boost, évidemment, sur une verticale éco-responsable, ce qu'aucune autre marque a fait dans le passé, en choisissant les meilleurs ingrédients possibles. C'est important de le regarder, ça, parce que quand tu regardes le packaging, tu vois des types de glucides que tu ne connais pas, alors que dans toutes les autres marques, c'est les mêmes. Exactement. C'est Palatinose. J'ai découvert ça avec NAC, en fait, ce que c'était. Le Palatinose, c'est hyper intéressant parce que c'est un sucre qui provient de la betterave, qui nécessite 10 fois moins d'eau que du fructose pour pouvoir le récolter. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. C'est pas les choses sur lesquelles on communique le plus parce que l'avantage recherché par le client numéro 1, c'est vraiment le côté performance. Donc chaque ingrédient qu'on va choisir est aussi présent pour un côté vraiment performance. Donc on va travailler sur les bons ratios glucose-fructose, généralement qui est autour du 2:1, qui est vraiment le ratio conseillé sur ce genre d'effort. Et on a donc structuré ça avec également des électrolytes pour travailler en même temps sur l'hydratation, ce que peu de marques font. La plupart des marques, on va retrouver essentiellement que des sucres dans les produits. Et après, on a travaillé sur différents types de sucres pour avoir aussi un apport en sucre un peu plus complexe, pour venir réduire en fait le pic glycémique post-prise, pour s'assurer d'avoir une certaine longévité aussi dans l'énergie qu'on va donner. Donc on vient apporter vraiment quelque chose de nouveau, basé sur ce qu'on a appris en fait avec l'ultra et les conditions les plus extrêmes en fait d'utilisation de la nutrition, et qui nous a énormément servi à développer cette gamme Boost Énergie qui s'adresse finalement maintenant à toutes les personnes qui veulent qui vont s'élancer sur un effort de plus courte distance, de plus haute intensité, avec vraiment des pulsations cardiaques très élevées, et qui va chercher à maximiser sa performance. Et après, c'est quelque chose qui est très flexible dans l'utilisation, parce qu'on est sur une base de à peu près 60 grammes de glucides par portion pour les drink mix, 25 grammes pour les gels, ce qui permet vraiment de pouvoir moduler en fonction de la quantité de glucides que chaque personne veut absorber par heure, quoi. Ouais, ça après, cette quantité-là, c'est au quotidien dans l'entraînement qu'on la construit. Exactement. Et je le rappelle souvent, mais en fait, même en le faisant bien, même en étant bon à l'entraînement, dans tous les cas, on n'aura jamais les conditions exactes de la course où on va pousser son corps à l'extrême et il y a un moment où on ne sait pas ce qui se passe. Mais si on maîtrise au mieux la partie qu'on peut maîtriser, l'incertitude de dernière partie de course, elle reste petite. Alors que si on ne le teste pas du tout, en fait, on est tous différents dans notre capacité à bien digérer les glucides. Et dans tous les cas, à l'effort, si on ne l'a jamais fait, c'est un choc, c'est un changement pour l'organisme. Et
initialement, il va pas forcément être super content si d'un coup tu passes à un truc que tu n'as jamais fait. En fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la notion de choc. Et de la même manière, quand tu vas travailler ton entraînement, tu vas stresser ton organisme, tu vas lui créer un choc auquel il va s'adapter avec la répétition. Donc c'est la même chose pour ton estomac. Il faut que tu lui crées ce choc. On parle des week-end shocks avant les courses, 3 semaines, 4 semaines avant les courses. C'est la même chose pour la nutrition. Il faut que tu crées ce stress, ce choc en fait à l'estomac auquel il va finalement s'habituer au fur et à mesure pour que le jour de la course, ce soit pas quelque chose auquel il est complètement, qu'il ignore complètement. Il va reconnaître cette sensation-là, il va être capable de beaucoup mieux la gérer, la tolérer et s'habituer à ce type de choc. Ça veut pas dire que ça va passer tous les jours de course parce que comme tu dis, c'est difficile de répliquer exactement les conditions de course, la durée de la course, tout ça, le niveau d'intensité. Mais en tout cas, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour que ça puisse bien se passer, quoi. Mais c'est la même chose que l'entraînement en fait. Pareil. On s'entraîne, on a une méthode d'entraînement, on la suit. Normalement, ça nous amène au bout, mais de toute façon, on fait des courses pour qu'il y ait une petite incertitude. Sinon, si c'était juste, c'est bon, je fais une sortie longue. Mais ce qui est drôle, c'est que le stade où on en est, alors ça avance très vite. Il y a 10 ans, on n'y connaissait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça avance très vite et on comprend un peu les mécanismes. Mais en fait, l'entraînement, le gut training, l'entraînement du corps pour digérer les glucides à l'effort, on est quand même encore au début de tout ça. Parce que l'entraînement, on sait, on prend X semaines pour faire ça, progressivement. Ça, c'est devenu quand même logique pour tout le monde. Il n'y a personne qui remet ça en cause. Par contre, quand on te dit qu'il faut que tu fasses, même 2 mois d'entraînement à ça pour bien digérer tes glucides pour le jour de la course, c'est encore... Là, on a encore du travail de communication pour dire c'est pas genre tu le fais 2 fois à l'entraînement et c'est bon. C'est mieux de le faire 2 fois que 0. Mais en réalité, c'est un entraînement progressif de la même manière que tes séances de fractionné où tu n'iras pas faire un marathon en ayant fait 2 sorties longues avant. Il y en a qui le font, mais ça fonctionne pas. Tu le fais parce que tu as fait 8, 10, 12 belles sorties longues progressives et que tu as habitué ton corps, tes muscles, tes tendons, tes articulations à tout ça. En fait... le système digestif il fonctionne de la même manière, tu vas le choquer un tout petit peu à chaque fois. Tu vas pas le choquer d'un coup brutalement, sinon ça va du mal à fonctionner. C'est dur en fait à intégrer parce que ça, le renforcement, c'est des trucs où petit à petit on arrive au stade de trouver les bons dosages pour ne pas non plus que ça devienne hyper compliqué de s'entraîner pour l'amateur parce que tu veux pas l'emmener dans alors moi je dois m'entraîner comme un pro donc on a plein de choses à amener sur tout ça pour amener les bonnes infos au bon moment pour dire voilà ce que tu devrais faire. Après on te laisse gérer, mais on te guide. C'est une question d'habitude aussi. La nutrition, elle a pas que fonction en fait de t'alimenter pendant l'effort. Elle aide quand tu t'entraînes. On va dire sur tous les efforts. Je pense au-dessus de 1 heure, 1 heure et quart. Ce serait bénéfique pour tout le monde d'avoir un minimum de nutrition pendant ce type de séance-là, parce que ça va t'éviter d'aller taper dans tes réserves de glycogène, tout ça, qui vont du coup faciliter une meilleure récupération, éviter des blessures par la suite. Donc c'est bien, et moi c'est ce que j'essaye de pratiquer à titre personnel, c'est d'essayer de l'intégrer au maximum dans mon quotidien pour pouvoir en tirer vraiment le plus de bénéfices possible et s'assurer que tu récupères beaucoup plus vite, tu habitues tout ton système digestif à digérer des glucides en fait de manière régulière, quasi quotidienne, et du fait ton adaptation en fait à ce stress là va être bien meilleure, quoi. Je vais poser une question où j'ai pas forcément la réponse, peut-être toi non plus aujourd'hui, mais à quelqu'un qui va dire ok, mais au global là, si j'en fais beaucoup, ça coûte cher quand même. Est-ce qu'on commence à se dire qu'il y a un peu un minimum à faire? On dit pas qu'il faut aller à chaque entraînement. Tu parlais à partir d'1 heure, 1 heure et quart. Les fractionnés peuvent servir aussi un petit peu à choquer d'une manière simple son organisme là-dessus. Est-ce qu'il y a une durée d'entraînement à l'effort, à digérer à l'effort qui commence à faire un petit peu consensus de si on fait déjà ça, c'est déjà une
très positif pour le jour J. Ouais, c'est sûr. Bah, après, quand tu prends des pros, même dans les équipes de vélo ou ce genre de trucs-là, ils ont des directives claires que toute séance qui fait plus d'une heure, ils doivent consommer. Ils doivent consommer des glucides. C'est vraiment impératif. Je pense que il y a un sweet spot clairement autour de entre 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment des métabolismes et puis de ce que chacun veut travailler. Mais je pense qu'à partir de là, ça devient vraiment important de s'alimenter pour que tu viennes pas taper dans des réserves qui puissent t'emmener par la suite sur des blessures ou ce genre de choses parce que tu vas taper trop profond en fait dans tes réserves. Donc moi, si je devais donner une réponse, je pense que ça tournerait à peu près autour de ça. Et moi, je sors pas sur une sortie de plus d'une heure et demie sans nutrition, quoi. Pour moi, c'est quasi dangereux en fait de faire ça. Ou après, tu peux prendre une banane, tu peux prendre ce que tu veux, hein. Il y a plein de choses à manger qui restent très naturelles et puis qui vont te donner un fuel à l'effort. T'es pas obligé d'être toujours sur ta nutrition sportive que tu voudras utiliser le jour de la course. Je pense que le tout, c'est d'apprendre à ton système digestif de travailler et puis d'avoir un apport calorique assez complet qui puisse te permettre de réduire justement le déficit calorique que tu vas créer pendant ton entraînement et qui va te favoriser une bonne récupération par la suite et de te mettre dans des bonnes dispositions pour avoir un bon niveau d'énergie sur le reste de ta journée, pour bien démarrer ton entraînement du lendemain. Ça commence pendant que tu t'entraînes, quoi, pendant ton effort, d'avoir les bons apports, quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, je pense, est quand même assez sous-estimé. C'est ce que l'entraînement draine comme calories. Ouais. Admettons que tu fais 1 heure avec du fractionné, t'es vite sur entre 600 et 900 calories selon le niveau, qui en fait peuvent si tu fais ça le matin en début de journée et que tu refuels pas, tu te nourris pas correctement derrière, souvent après un entraînement t'as pas hyper faim, donc en plus tu as du mal à manger les quantités que tu as besoin, tu peux le payer plus tard sur ta journée sur d'autres moments en réalité. Alors moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Ouais. Si je veux avoir mon niveau d'énergie à 100% de la journée, en fait, manger quelque chose, un morceau de barre avant l'entraînement, et selon ce que je fais pendant, même sur plus court qu'1 heure et quart, je me dis, attends, aujourd'hui, je sais que ma journée, elle va durer tant. Ouais. Et en fait, il faut que je prenne de l'avance. C'est sûr, c'est un investissement que tu fais pour le reste de ta journée. Et moi, je le vois parce que je m'entraînais beaucoup à jeun avant, parce que j'avais les séances très tôt le matin, à 6h, 6h30, tu vas sur la piste. Et je m'alimentais pas forcément. Maintenant, quand je fais des séances taxantes, c'est sûr que je m'alimente pendant la séance. Et l'autre chose que j'ai changé qui m'a énormément apporté, en fait, c'est de rajouter de la protéine directement dans la fenêtre un peu métabolique là, des 30 minutes post-effort. Où dès que je suis sur un entraînement qui est taxant, je vais prendre un shake de protéines qui va faire, on va dire, à peu près 20 grammes de protéines. Parfois, je rajoute un petit peu de glucides par-dessus pour vraiment récupérer et recharger tout le glycogène, refaire les recharges de glycogène post-effort. Et ça, c'est un truc qui a été game changer dans l'énergie que ça me donne sur le reste de la journée et sur ma capacité de récupération. Donc c'est vraiment un truc que je conseille en fait à tout le monde quand on parle d'entraînement, de récupération, d'alimentation. Pour moi, ça fait une énorme différence, quoi. En fait, ce qui est intéressant à dire avec ça, c'est que c'est des raccourcis que ça nous amène. Là, on n'est plus dans la performance de l'entraînement, mais dans la performance du quotidien. Ouais. Et ça dépend la vie qu'on a, le temps qu'on a autour. Si après son entraînement, on sait qu'on va avoir le temps de se faire un bon repas bien et qu'en plus on mange bien après l'entraînement. C'est pas la même réalité. Si par contre tu sais que tu vas enchaîner, c'est que tu vas t'entraîner à 7h le matin, qu'à 8h30 tu dois être sur un truc, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre le plus possible, entre guillemets, dans la fenêtre que tu as. Et la fenêtre, plus tu l'étends, prendre un petit peu avant, un peu pendant, un peu après, ça fait vite, je sais pas, peut-être 300-400 calories en plus qui vont peut-être faire la différence plus tard ou le lendemain sur ton entraînement, parce qu'on sait que s'entraîner, même avec un petit déficit calorique, tu perds beaucoup de ton énergie pendant l'entraînement. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont importantes au global. Encore une fois, ça dépend de
son niveau d'intensité au quotidien et de comment on et ce que je vois même, c'est que, tu sais, que ça gère vraiment le niveau d'énergie et tu sais, la sensation de satiété et de faim. Parce que d'avoir cette bonne alimentation sur du pendant et du tout de suite après l'effort, même parfois quand je cours et que je rentre et c'est midi et c'est l'heure de manger, je vais souvent quand même me faire un shake protéiné à ce moment-là. Parce que ça va déjà me retapisser un petit peu l'estomac et puis me redonner une partie de ce que j'ai perdu tout de suite pendant l'effort, et ça va m'éviter de manger énormément en fait pendant le repas. Ça va vraiment me permettre d'avoir une alimentation qui reste plus normale, parce que j'ai compensé plus ma dépense sportive par la nutrition sportive à ce moment-là, quoi. Et d'être tenté par n'importe quoi. Et d'être tenté par n'importe quoi, claquer un paquet de chips, tu vois, un paquet de cacahuètes avant le repas parce que tu peux pas attendre. Ce qui est pas forcément mauvais quand on a besoin de calories, que le corps il va chercher et il te dit ça c'est bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans. Mais ouais, si on veut avoir les bons apports, c'est comme c'est bien d'essayer d'équilibrer. Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Non. Mais on s'est tous retrouvés à un bon, là j'ai fait un gros entraînement, j'ai envie de tout ce qui passe, et si c'est les mauvaises choses qui passent, bah elles passent quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est là que d'un point de vue santé, c'est cool d'avoir la bonne chose à ce moment-là, et pour ça faut faire le test, quoi. Mais dans tous les cas, je suis pas en train de culpabiliser à un moment, si ton corps te demande de la nourriture, bah si t'as pas, il faut la prendre. Il faut manger. C'est quand on est sportif, il faut pas écouter les conseils du sédentaire, en fait. Si ton corps te dit j'ai faim, mange, c'est que tu en as besoin, parce que toi tu fais du sport, tu te dépenses, c'est pas de la fausse demande en général. Après un entraînement, c'est mange. Ouais, c'est clair. Si on va à l'inverse, on va pas aller très très loin là-dessus, mais en fait, comme sur tous les sujets, il y a un clivage qui est tout l'un ou tout l'autre. Là, on essaye d'être sur ce qu'on parle, c'est quelque chose d'assez sain, dans le sens où on dit pas qu'il faut aller dans la surconsommation de glucides à la athlète de haut niveau. À l'inverse, on en a qui vont te dire ah non, en fait, la pratique la plus saine, c'est 0 glucides, parce que ça marche très bien comme ça et le corps sait s'adapter. Ouais, bah il y a des grosses tendances aussi sur les régimes cétogènes, keto, parce que c'est pour ceux qui connaissent moins le sujet, c'est d'utiliser en fait les gras comme source principale en fait d'énergie, et c'est là-dessus que notre système va tomber à partir du moment où il y a plus de glucides, qui est la source d'énergie en fait la plus disponible et la plus rapide pour le corps. Donc il y a des tendances en fait qui viennent à éviter tous les glucides pour justement consommer uniquement des gras. Là-dessus, je suis pas nutritionniste ni scientifique dans le domaine, donc j'aurais du mal à vraiment me prononcer, mais ce que moi j'en retiens, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de modèle qui démontre que tu es capable de pousser ou de performer à haut niveau en fait uniquement sur un apport qui est en gras, qui nécessite un petit peu plus de travail au niveau de l'estomac. Et du coup, je pense que le glucide reste le macronutriment aujourd'hui le plus intéressant pour pouvoir être utilisé à l'effort et être disponible immédiatement, et puis pour pouvoir se traduire en fait dans une notion de performance, quoi. Mais vous suivez un peu tout ça, enfin, il y a forcément un peu de recherche là-dessus. Peut-être qu'un jour, pas forcément sur du marathon, parce que là on sait que globalement les glucides c'est la source d'énergie principale. Je suis pas à l'abri de me tromper, peut-être que dans 10 ans je dirais désolé, en fait on a appris des choses. Mais grosso modo, peut-être qu'un jour sur des distances plus longues, en fait on se dira qu'en fait faut répartir les deux. Moi je suis toujours d'avis que quand ça tire d'un côté ou de l'autre, la vérité elle est ni l'un ni l'autre, elle est sûrement entre les deux. Mais en fait c'est exactement ce qu'on fait avec l'ultra énergie. Aujourd'hui dans l'ultra énergie, tu prends nos gels par exemple, l'ultra énergie, il y a un apport en gras en fait dedans qui va venir de l'huile de tournesol, de d'autres ingrédients en fait qui contiennent aussi naturellement des gras. Donc il y a un apport en gras dans nos bars, dans nos gaufres. Donc on utilise en fait ce macronutriment, mais on n'est pas extrême non plus de ce côté-là, et on n'est pas juste donné du gras et sans glucides. Il y a des marques qui le font, puis il y a certaines personnes pour lesquelles je pense ça marche très très bien. Donc je pense qu'après chaque personne est aussi différente, a aussi ses convictions et ses effets placebo, et si ça marche pour quelqu'un, écoute, c'est très bien, tu vois. Et je pense qu'il faut il faut rester ouvert par rapport à tout ça, et nous on fait de la veille
permanente sur les différentes tendances et les choses qui sont créées. On essaye surtout de se documenter au niveau scientifique pour voir s'il y a des vraies évidences, s'il y a des choses qui ont été démontrées. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider... tu sais, on parlait de Formule 1 tout à l'heure. Nous, nos athlètes pros qui sont suivis par le NACLAB, qui est notre laboratoire en fait, d'expérimentation sur tout ce qu'on fait en nutrition. C'est un peu notre écurie de Formule 1. Là-dessus, on va tester des tonnes de choses et on va faire de la revue littéraire, scientifique en permanence pour voir quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui l'est pas, et puis prendre des décisions par la suite de ce qu'on souhaite commercialiser et sur quoi on souhaite se positionner en tant que marque. Hyper intéressant. Je sais que je vais voir de plus en plus ça de l'intérieur maintenant et ça m'intéresse vraiment. Il y a un aspect aussi qui est important que vous faites beaucoup, qu'on fait aussi, mais qui est, on en a pas mal parlé un peu en fil rouge aujourd'hui, c'est la pédagogie. Vous avez des outils, des calculateurs, pas mal d'articles de vulgarisation sur la nutrition sur votre site. Enfin, on est encore à un stade où ça évolue vite, les gens comprennent, mais il y a encore beaucoup de travail avant que ce soit établi comme tout le monde le fait, tout le monde a intégré ça. Et est-ce que, grosso modo, est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore du retard dans les connaissances nutritionnelles des athlètes par rapport à il y a 10 ans, c'est génial, mais peut-être que dans 10 ans, on sera à tout le monde le fait sans se poser de questions. Tu veux dire sur les athlètes pros ou sur la masse des... justement sur la masse, parce que sur les athlètes pros, j'imagine qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, ouais. Mais quand on a commencé il y a quelques années, on faisait des premières rencontres avec certains athlètes parfois qui avaient vraiment très peu de connaissances de ce côté-là et qui... au fur et à mesure en fait comprennent l'importance de travailler ce curseur-là comme curseur de progression en fait dans leur pratique pour être au top niveau mondial. Donc même chez les athlètes de haut niveau, il y avait des vraies lacunes de ce côté-là et il y en a encore. Dans la masse, c'est un petit peu la même chose, mais avec quelques années de retard parce que une des meilleures manières aujourd'hui de faire de l'éducation de ce côté-là, c'est via ces athlètes. Donc le plus on va donner les outils aux athlètes de comprendre la nutrition et d'être en mesure d'en parler par rapport à leurs propres connaissances et à leur propre expérience, le plus ça va accélérer en fait la compréhension du reste de la population et des participants aux courses pour savoir quoi prendre, quand le prendre, qu'est-ce que chacun doit tester. Et le fait que chaque athlète soit différent, ça donne des prismes vraiment différents aussi, parce que ce qui est fait par un athlète va être complètement différent d'un autre. Et chacun va en parler avec sa propre perspective, et c'est là que ça donne certaines notions qui vont se retrouver à travers deux athlètes différents, mais en même temps il y a aussi certaines différences qui vont permettre aux gens d'aller tester plutôt ce que Mathieu Blanchard va faire versus Marianne. Puis ça permet de donner des différentes visions, quoi. C'est là où tu me fais dire qu'on est encore qu'au début, dans le sens où si on prend l'entraînement, il y a 10 ans, on avait un peu standardisé en mode voilà comment on s'entraîne pour un marathon ou un semi en tant de temps. Aujourd'hui, la connaissance qu'on a, c'est qu'en fait, il faut beaucoup ouvrir et varier l'entraînement parce que l'individu A et l'individu B ne vont pas progresser de la même manière et du coup, il leur faut un entraînement qui peut être très différent en fonction de leur profil. En fait, l'avancée sur la nutrition, ça va peut-être aussi être la sur-individualisation à un moment de dire toi, avec ce qu'on a vu dans les tests que tu as pu faire, en fait, tu dévies du standard, toi, c'est plutôt ça qu'il faut que tu fasses. Et toi, tu es bon récepteur à ça, donc vas-y, full balle, tu vas vraiment performer. On le sait sur un facteur comme la caféine. La caféine, pour certains, ça va être game changer, ça marche super bien, et d'autres, tu vas les mettre dans un mode totalement maboule. Et en fait, j'ai un exemple, je ne citerai pas la personne, mais qui a voulu tester la caféine un peu fort un jour de marathon. Ça s'est très mal passé. Et tu sais que c'est ça parce que c'est très rapidement dans la course où ça ne marche pas. Et en fait, sur tous les aspects du corps, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Et c'est ça qui est dur, c'est que il faut des années de travail pour comprendre c'est quoi les critères qui font qu'on peut dire toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça.
mais c'est tout ce que vous faites en Ouais, ce moment c'est qui clair. va le permettre. Tu parlais du calculateur de nutrition, c'est en plein ça qu'on a essayé de créer, avec, comme on en parlait en début, mais de sortir quelque chose qui soit un peu le MVP, quoi, le minimum de ce que doit être le produit pour pouvoir être viable et puis être intéressant. Donc là, on est sur une version qui est relativement basique, mais qui, somme toute, te permet quand même de rentrer toutes tes informations personnelles, ton poids, ta taille, ta sensibilité gastrique, tu vois à quel point tu transpires et tout, pour te bâtir un plan de nutrition spécifique pour ta course, découpé en fonction des différents ravitaillements, et avoir une approche beaucoup plus personnalisée de la nutrition. Et après, là-dedans, tu as une deuxième partie où tu vas choisir tes conditions personnelles, c'est-à-dire est-ce que j'ai des allergies, est-ce qu'il y a certaines typologies de produits que je ne veux pas consommer, est-ce que je veux de la caféine ou pas de la caféine, et en fait ça va te créer vraiment un plan de nutrition dédié à toi. Et le but, nous, par la suite, ça va être de développer ok, là je sais ce que je dois faire le jour de la course, maintenant qu'est-ce que je dois travailler à l'entraînement pour que ça passe le jour de la course. Donc on va petit à petit en fait continuer à bâtir des compétences et des connaissances de ce côté-là, pour nous permettre de mieux en mieux accompagner chacun des utilisateurs, parce que je pense que la croissance, les prochaines étapes de croissance en fait, de l'entreprise et de l'industrie vont venir par une certaine personnalisation et une compréhension de chaque personne de qu'est-ce qu'ils doivent consommer, quoi. C'est certain, et de toute manière ce que je disais n'est pas péjoratif, dans le sens où avant d'aller vers de l'individualisation, déjà il faut embarquer les gens dans quelque chose pour pouvoir analyser qu'est-ce qui marche pas, et au fur et à mesure affiner. Enfin, c'est le principe qui a été dans l'entraînement à l'échelle aussi. Ouais. Et tu es obligé de passer par ces étapes. Et dans tous les cas, même les gens qui passent de 0 à un truc de base où on sait qu'en moyenne ça marche très bien, c'est déjà un effet monstrueux. Ouais. Et après, plus tu vas dans l'individualisation, mieux c'est. Mais en réalité, comme les gens évoluent au fur et à mesure de ton process, en fait, ils n'ont pas besoin de la surindividualisation jour 1 pour avoir des effets énormes sur leur performance, quoi. Ouais, exactement. Pour finir, j'ai envie d'aller sur petit sujet un peu plus léger, entre guillemets, mais toi qui as rencontré beaucoup d'athlètes, amateurs comme pros, c'est quoi les 3 grosses erreurs que tu as pu voir dans la gestion de la nutrition, du ravitaillement en sport d'endurance? Est-ce qu'il y a des trucs qui peut-être aujourd'hui d'ailleurs paraissent totalement aberrants, mais qui l'étaient avant? Parce que les connaissances, c'est aussi ça, au fur et à mesure on évite les erreurs. Moi je pourrais t'en raconter une ou deux, mais... Dans celles qui me viennent en tête comme ça assez rapidement, la première en fait c'est la compréhension de la quantité de calories dont on a besoin à l'effort. Dans tous les cas, en fait, on sait qu'on va avoir un déficit calorique, mais la plupart des gens et des athlètes, en fait, sous-estiment la quantité de choses qu'ils doivent manger à l'effort pour pouvoir soutenir, en fait, un effort sur une longue durée ou à une certaine intensité donnée. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'on réalise. Et quand on fait le calculateur de nutrition et qu'on est sur des événements, les gens qui remplissent ce calculateur-là sont vraiment choqués des quantités qu'on conseille en fait à manger et se disent ah ouais, je pensais pas que je devais manger autant. Sachant que même avec ces quantités-là, à la fin de la course, ils auront un déficit calorique. Donc ça c'est la première des choses sur lesquelles il faut déjà avoir une prise de conscience. C'est il faut vraiment manger pendant l'effort, et ça ça se travaille à l'entraînement. La deuxième chose, c'est au niveau de ce qu'on mange pour le coup pendant l'effort. Il y a beaucoup de gens qui boivent des bonnes quantités d'eau en se disant je m'hydrate bien et puis je vais boire de l'eau, mais tu bois de l'eau claire. Et en fait, les enjeux de ça, c'est que tu vas remplir ton système digestif avec des grosses quantités d'eau qui représentent 0 calories en fait, et du coup qui vont prendre de la place et demander à ton système de travailler. Et du fait, il y a plein d'options aujourd'hui sur le marché pour pouvoir rajouter, que ce soit déjà uniquement des électrolytes, mais encore mieux maintenant de l'énergie dans l'eau pour te permettre à la fois de t'hydrater et du coup de réduire la quantité finalement de ce que tu dois ingérer, parce que tu as déjà un certain niveau de calories en fait dans ton eau, et quand tu as déjà ingéré 250 calories par exemple avec une flasque de 500 millilitres, il te reste pour certains, ça va faire l'affaire pour une heure d'effort. Pour d'autres, il faut compléter pour rajouter une autre
centaines de calories, tu vois, pendant l'effort, mais c'est beaucoup plus facile à faire quand c'est déjà ingéré dans ton eau. Donc je dirais, tu sais, d'essayer de switcher de l'utilisation de l'eau toute simple à un carburant en fait qui soit du coup beaucoup plus facile à consommer. Clairement, moi je précise là-dessus, mais le liquide, c'est la version la plus simple de la nutrition, et pour tous ceux qui se disent ah là là ouais mais moi j'aime pas trop manger à l'effort, tu peux faire énormément juste en liquide. Je pense Maxi Race l'année dernière, j'ai 7 heures d'effort, 7 fois une flasque, je fais déjà 55 grammes par heure juste avec ça. J'aurais presque pu m'arrêter là en fait. Y a quelques gels autour pour rajouter un petit peu, mais en réalité j'ai pas mangé beaucoup. Après tout le monde va pas supporter 7 heures uniquement liquide, ça dépend de chacun, mais en vrai tu peux quand même t'enlever une grosse épine du pied en misant beaucoup sur les boissons. On a une quantité énorme de personnes qui sont venues nous voir, qui étaient incapables de manger à l'effort et qui nous disent clairement que les drink mix, ça change leur vie parce qu'ils sont capables de s'alimenter maintenant uniquement sur du liquide dans lesquels ils vont avoir les glucides, les protéines, tu vois, les apports électrolytiques nécessaires. Et ça, c'est un très très gros game changer pour la plupart des gens. Et la boisson marathon, pour le coup, enfin la Boost, je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir autant de glucides avec un goût aussi neutre en fait. Mais c'est génial parce qu'en fait tu peux la boire pendant longtemps sans être écœuré, parce que le problème des boissons à l'effort très concentrées en glucides, donc là on parle vraiment celles pour les courtes distances, à un moment tu te lasses quand même du goût. Et bon, j'ai pas fait de marathon avec, donc faudra que j'en arrive là, mais j'ai vraiment cette sensation que tu peux le boire pendant des heures sans. Et ça, pour moi, c'est ça le truc le plus important en réalité. C'est bien d'avoir des trucs efficaces, mais il faut que tu les tolères, alors digestivement, mais aussi là en fait, parce que si à un moment ton cerveau en veut plus. Lui il est plus fort que tout, va dire non, j'en veux plus, point. Exactement. Et là t'es dans c'est compliqué à ce moment-là. Ouais, non, c'est clair. Et je pense que ce Drink Mix Boost, il nous a vraiment demandé beaucoup de travail au niveau R&D pour arriver à un goût qui soit le plus neutre possible en ayant cette quantité en fait de glucides. C'est probablement une des choses qu'on a les mieux réussi aujourd'hui, et je trouve que c'est un des produits les plus aboutis qu'on a aujourd'hui dans la gamme. Est-ce que t'en avais un troisième du coup? Non, j'ai pas de troisième. Je vais prendre le troisième du coup basé sur mon expérience et je sais que pour beaucoup ça paraît évident parce que justement on en parle pas mal, mais à mon avis il y a encore pas mal de monde qui sont dans ce monde justement de ok, il faut consommer des glucides à l'effort. Ça revient à ton premier point, mais bon je vais prendre un gel un gel aux 45 minutes à 1 heure. En réalité, c'est pas grand-chose, ça, si on se mise juste là-dessus. Ça complète en fait les deux points, mais tu prends un gel et tu prends un verre d'eau au ravitaillement, c'est cool, mais ça te fait 25 grammes dans ton heure et ça te tient pas très longtemps en fait. C'est mieux que 0, mais à la fin, moi, mes premiers marathons, j'ai pris des murs à chaque fois parce que je pensais m'alimenter et je m'alimentais pas assez. Et si on prend les ravitaillements qui sont sur le bord, je pense des courses comme le marathon de Paris avec des morceaux de banane et des pains d'épices et du sucre, c'est bien en complément, mais en fait, c'est largement pas assez. Ou alors, il faut s'arrêter 2 minutes au ravitaillement et en manger quand même pas mal. mais du coup, tu viens de tuer ton bébé, quoi. Mais ouais. Et puis, digestivement parlant, si tu prends 3 tranches de pain d'épices, tu vas peut-être être un peu plus lourd après. Ouais. Bref, c'est vraiment un truc faut y aller. Même si votre sensation, c'est « j'ai pas envie », en fait, ce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais personne n'a envie de base la nutrition à l'entraînement. Quand tu prends un gel, même le meilleur gel du marché, c'est pas un truc que tu vas aller manger au goûter. C'est pas l'objectif en fait. Le but c'est de la nutrition à l'effort, et il y a un moment où il faut se forcer à passer le cap. Et comme tout, en fait, du moment où tu forces un petit peu, tu t'habitues aux choses et ça devient quelque chose de normal. Ouais. Donc il faut passer le cap de j'ai pas envie à ouais mais vas-y. Fais-le sur un truc où tu sais qu'il n'y a pas de risque, une sortie longue qui n'est pas trop longue, où il n'y a pas vraiment d'intensité dedans. Tu le testes dans un concept qui va être chill, même un footing éventuellement. Et après, petit à petit, tu l'intègres sur des trucs un peu plus challengeants pour te rapprocher de ce que tu vas avoir le jour de course. Mais il faut passer ce cap. Et pour moi, là, on est vraiment dans le cœur de comment éviter les 7% d'abandon au marathon de Paris. Ah oui, ça, c'est une certitude. Il y a l'entraînement. Je pense que ça joue pour beaucoup aussi, mais les deux sont aussi importants en fait.
Si t'as pas le bon entraînement, tu vas cracher. Si t'as pas la bonne nutrition, tu vas cracher. Et Si t'as les faut deux, pas non plus tomber dans le 10 gels par heure parce que ça marche pas non plus. c'est une mauvaise idée. C'est de toute manière, au bout d'une heure, ça va. Enfin, même moi qui suis très tolérant, à force de m'être entraîné à ça, il y a un moment où tu sais que ce qui passe la première heure, presque beaucoup de choses passent. Au bout de 2 heures, tu commences à voir la limite du système si t'as forcé un peu trop. Et si t'as beaucoup trop donné au début et qu'à la fin tu commences à ralentir, bah alors l'effet catastrophe arrive vite. C'est clair. Bref, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça pour finir. C'est un sujet qui me passionne en vrai, la nutrition, l'entraînement en général, et comme ça fait partie de l'entraînement, j'ai envie d'aller loin là-dessus. J'espère que ça aura intéressé tout le monde. Je pense que oui. Et dans tous les cas, moi j'ai eu une discussion super intéressante. Merci William d'être passé. Merci Nico. J'espère que ça t'a intéressé aussi. Ouais, tout à fait. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là et j'espère en faire bénéficier un maximum de monde par l'expérience qu'on a déjà vécue, avec que ce soit personnellement ou avec les athlètes. Parce que, comme je le disais, moi c'est souvent ça qui m'a aider à apprendre des choses, à avancer, à comprendre certaines choses. Et j'espère que ça pourrait être un déclencheur pour certaines personnes avec cet épisode. Un déclencheur de se mettre à faire des choses qu'ils n'ont pas en tête aujourd'hui, oser y aller, se faire plaisir dans l'entraînement parce que le cadre a été bien mis autour. C'est ça l'objectif. Et véhiculer le message aussi. Allez emmener des gens courir avec vous, mettez-les à la course. Le jour où tout le monde court, on aura gagné. Moi, c'est un peu ça que tout le monde court ou fait du sport. C'est ça l'objectif. Et d'avoir des discussions inspirantes pour essayer d'emmener les gens vers ça. Merci à tous. Et puis, rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao. Ciao.